Donc, on veut définir l'épanchement pleural liquidien, c'est tout bêtement, c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale, parce qu'à l'état normal, physiologiquement, il n'y a pas beaucoup de liquide dans la cavité pleurale. La cavité pleurale, c'est un espace virtuel. Normalement, il y a quelques cc de liquide qui permettent la lubrification des deux feuillets pleuraux, d'accord, qui permettent le glissement des feuillets pleuraux pour qu'il n'y ait pas de frottement. Donc, quand il y a une quantité de liquide qu'on arrive à voir, à détecter, on parle d'épanchement pleural liquidien. En général, on parle de pleurésie pour tous les épanchements, mais c'est communément, normalement, on doit parler de pleurésie quand la biochimie du liquide elle est oxydative, c'est-à-dire elle est inflammatoire. Si la biochimie elle est transudative, elle est mécanique, il vaut mieux parler d'épanchement pleural liquidien tout court. D'accord. Donc on va essayer de voir ça au fur et à mesure dans les étiologies. Quand est-ce qu'on doit parler de pleurésie, quand est-ce qu'on peut parler d'épanchement pleural liquidien. Pourquoi on entame cette question? On a choisi dans votre cursus parce que c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est-à-dire chaque spécialité est concernée par cette pathologie. Quand vous allez faire des gardes aux urgences, ou bien consulter des malades, ou bien être en pneumologie, ou bien dans n'importe quelle spécialité, il y aura des malades qui ont un épanchement pleural liquidien. Soit d'origine mécanique, si vous faites la cardiologie par exemple, ou bien la néphrologie, soit d'origine inflammatoire, infectieux dans la pneumologie, soit d'origine métastatique dans toutes les spécialités. On est d'accord. Donc il faut connaître bien pour le médecin généraliste, il doit connaître bien cette pathologie. Le diagnostic positif, il est facile, on va voir, avec une bonne formation, normalement, ça sera facile pour vous, j'espère. L'approche diagnostique, elle est connue aussi, on va essayer de la détailler après, mais il y a plusieurs étiologies. Est-ce qu'on arrive à faire un diagnostic? C'est ça le défi pratiquement dans cette pathologie, on est d'accord. Donc, on fait un petit rappel anatomo-physiologique pour comprendre un peu qu'est-ce qui reste du cours. Donc, la plèvre, elle est constituée de deux feuillets pleuraux. Il y a la plèvre pariétale qui est contre la paroi. Il y a la plèvre viscérale qui entoure le poumon. Il y a un espace virtuel entre eux. Pourquoi on dit virtuel? Parce que normalement, on ne le voit pas, cet espace. On commence à avoir un espace pleural quand il y a soit du liquide, soit de l'air entre les deux feuillets pleuraux. On est d'accord. Mais logiquement, il est virtuel, l'espace pleural. Cet espace pleural, il contient une petite quantité de liquide. Si on voit par rapport au poids, c'est 0,1-0,2 ml par kilo chez la personne. Une personne qui pèse dans les 70 kg pratiquement, elle peut avoir de 7 à 14 ml. C'est rien, hein, qui permet quoi? Juste la lubrification des deux feuillets pleuraux. Parce que les deux feuillets pleuraux, dans les mouvements respiratoires, ils se frottent entre eux. Imaginez qu'ils sont secs pratiquement. Donc, ça va donner beaucoup de lésions au niveau des deux muqueuses. Donc, ça permet la lubrification et faciliter le frottement et le glissement au moment du mouvement respiratoire. S'il y a une quantité plus importante que ça va devenir pathologique. Et la pression dans l'espace pleural, elle est négative par rapport à la pression pulmonaire et la pression atmosphérique. Vous allez me dire pourquoi on parle de pression? Parce que dans la genèse d'un épanchement pleural liquidien après, il y a aussi la pression qui rentre en jeu. Quand la pression du poumon elle devient moins que la pression intrapleurale, comme dans l'atélectasie par exemple, il peut y avoir un passage du liquide vers l'espace intrapleural. On est d'accord. Donc ça fait partie des mécanismes physiopathologiques de la constitution d'un épanchement pleural. Donc, bien sûr, la plèvre pariétale, je viens de le dire, la vascularisation lymphatique, elle est riche dans les deux plèvres, mais elle est plus riche au niveau de la plèvre pariétale. Pourquoi aussi c'est important? Ça rentre aussi dans la genèse d'un épanchement pleural liquidien. Il existe des pores répartis sur la surface de la plèvre assurant les échanges liquidiens avec la cavité pleurale. Donc, regardez, c'est un pore lymphatique. La vascularisation lymphatique, c'est elle qui se charge du drainage, n'importe où, on est d'accord. La circulation veineuse et lymphatique, c'est elle qui draine les liquides en plus. Donc, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme de filtration, c'est-à-dire cette sécrétion de liquide qui se fait par la plèvre pariétale à partir de microvaisseaux. Comment on peut avoir la constitution d'un liquide pleural, même le liquide physiologique qui est à l'intérieur. Donc, la plèvre viscérale, elle contient des microvaisseaux qui sécrètent une petite quantité de liquide. On est d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 7 et 14 millilitres. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas un dépassement, il n'y a pas augmentation de cette quantité, il y a une résorption à partir de la plèvre pariétale toujours, principalement. Par quel réseau? C'est le réseau lymphatique, on est d'accord. Il y a des pores qu'on voit ici. J'ai mis cette photo ici, cette slide, cette image. Donc, c'est microscopique, ça, c'est microscopie électronique. Donc, ça permet le drainage vers la circulation lymphatique et veineuse. Donc, il n'y aura jamais d'excès de liquide.
La plèvre viscérale participe aussi à la résorption de liquide. Donc, il y a un équilibre entre la filtration, qui est la sécrétion, et la résorption. On est d'accord. Quand un des mécanismes il est défaillant, on peut avoir une constitution d'un épanchement pleural liquidien. Pourquoi on a mal aussi au niveau de la plèvre quand on a un épanchement pleural ou bien un pneumothorax? Parce que contrairement au poumon profond, la plèvre elle est énervée par des terminaisons sensitifs. Donc, quand on a un épanchement pleural ou bien une pneumonie juste à côté de la plèvre, c'est-à-dire sous pleural, on peut avoir très mal, on est d'accord. Contrairement le poumon profond ou bien les bronches, ils font pas mal parce qu'ils ne sont pas énervés par des terminaisons sensitifs, on est d'accord. Donc, le liquide pleural est synthétisé au niveau de la plaque pariétale par des microvaisseaux, je viens de le dire. Tout déséquilibre de la sécrétion et réabsorption entraîne l'accumulation de liquide dans la cavité pleurale. Plusieurs mécanismes peuvent donc aboutir à l'apparition d'un épanchement pleural, c'est la physiopathologie, soit une augmentation de la pression hydrostatique au niveau des capillaires pulmonaires. L'exemple type, c'est une insuffisance cardiaque. Quand il y a de l'insuffisance cardiaque, il y a une surcharge liquidienne, on est d'accord. Donc, quand il y a une surcharge liquidienne, les liquides vont créer un troisième secteur. Ils passent des vaisseaux vers la cavité pleurale. Ou bien la diminution de la pression oncotique. La pression oncotique, c'est la quantité de protéines à l'intérieur du plasma. Et on sait que qu'est-ce qui retient les liquides à l'intérieur des vaisseaux aussi, c'est les protéines. Quand il y a une diminution des protéines, il y a libération des liquides vers la cavité pleurale. Ça peut être le cas pour l'acide, ou bien pour les œdèmes des membres inférieurs. Là, on parle de plèvre. Mais c'est valable pour tout troisième secteur. C'est quoi le troisième secteur? Tout ce qui sort des vaisseaux, on est d'accord. Ça peut créer un troisième secteur, ça peut être des œdèmes des membres inférieurs, un épanchement péritonéal, c'est l'acide, ou bien un épanchement pleural, ou bien un épanchement péricardique, bien sûr. Donc, l'augmentation de la dépression intrapleurale, je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple type aussi, c'est l'atélectasie. Quand il y a une atélectasie, donc il y a un changement de pression et les liquides peuvent passer vers la cavité pleurale. Ou bien une augmentation de la perméabilité capillaire, l'exemple type ici, c'est l'inflammation. Chaque fois qu'il y a inflammation dans un territoire, entre autres la plèvre, dans le cas d'une infection, ou bien d'une maladie tumorale, ou bien des maladies inflammatoires, il y aura dilatation du vaisseau, ça va permettre le passage des liquides et des protéines à l'intérieur de l'espace pleural. Altération du drainage lymphatique. Imaginez que les pores qu'on a vus tout à l'heure, ils sont fermés. Donc, il n'y aura pas de réabsorption. Donc, il y aura un dépassement, c'est-à-dire la sécrétion de liquide, elle va dépasser les capacités de réabsorption. Il y aura accumulation de liquide dans la cavité pleurale. Le dernier, bien sûr, il est rare, le dernier mécanisme, c'est le passage transdiaphragmatique des acide. Vous allez me dire, normalement, il y a le diaphragme qui fait obstacle entre l'abdomen et le thorax. Mais au niveau du diaphragme, il y a des pores, des ouvertures, qu'on appelle les pores de Ranvier, ou bien les puits de Ranvier. C'est écrit ici. Donc, ces puits peuvent permettre parfois le passage d'un liquide intrapéritonéal vers la plèvre. Donc, parmi les étiologies normalement des épanchements, vous avez l'acide. L'acide, elle peut diffuser à l'intérieur de la plèvre. Ou bien, en cas de pancréatite, par exemple, on peut avoir une inflammation sous-diaphragmatique qui va permettre le passage des liquides vers sans qu'il y ait inflammation de la plèvre, sans qu'il y ait maladie de la plèvre. On est d'accord. Donc, si on synthétise cette physiopathologie, quand la plèvre elle est malade, en cas d'atteinte pleurale par agression inflammatoire infectieuse, en cas de pneumonie, parmi les étiologies des épanchements, il y a les épanchements parapneumoniques. C'est quoi parapneumonique? Le parenchyme pulmonaire, quand il est inflammé par une infection, quand il est infecté, quand il atteint la plèvre viscérale, il peut donner une inflammation de la plèvre elle est malade, il y aura une augmentation de la perméabilité capillaire par inflammation infectieuse, il y aura passage des liquides, on est d'accord. Ou bien tumoral, ou bien inflammatoire dans les maladies de système, par exemple. Donc, ça va donner une augmentation de la perméabilité vasculaire, liquide riche en protéines qui vont passer vers ce qu'on appelle les protéines inflammatoires. C'est ça. Donc, bien sûr, ça va donner ce qu'on appelle un exudat. Là, on a le droit d'appeler cet épanchement pleurésie. Quand la plèvre est saine, en cas d'insuffisance cardiaque, par exemple, augmentation de la pression hydrostatique, en cas d'insuffisance rénale, diminution de la pression oncotique, il n'y a pas assez d'albumine parce qu'il y a une fuite rénale, c'est le syndrome néphrotique par exemple, ou bien de dépression pulmonaire, la pression du poumon, elle va être moins que la pression intrapleurale en cas d'atélectasie,
parce que c'est une apnéumatose, il n'y a plus d'air qui augmente la pression intrapulmonaire, ou bien quand il y a une acide qui peut passer par les puits de Ranvier, on peut avoir un passage de liquide qui n'est pas inflammatoire dans la cavité pleurale, on est d'accord. Et on parle là d'un liquide qui est pauvre en protéines, on l'appelle le transudant. Et l'exemple le plus important, quelqu'un qui vient en insuffisance cardiaque par exemple, on peut avoir un épanchement bilatéral. Et cet épanchement, quelle caractéristique il a? Quand on fait une biochimie du liquide pleural, on va le retrouver pauvre en protéines. Donc il est transudatif et on est sûr qu'il est d'origine mécanique, d'origine cardiaque. Ce n'est pas la peine de le ponctionner, il faut donner juste du Lasix, un furosémide, un diurétique qui va permettre la résorption du liquide intrapleural. D'accord. Je pense pour ce chapitre, bon, il n'y a pas de questions par rapport à ce chapitre parce qu'on va passer à un autre chapitre. Hein. S'il n'y a pas de questions, tant mieux. Vous avez le droit d'écrire. Donc, je pense qu'il y a deux questions déjà. On va essayer de le voir, on va essayer de le voir ensemble. Comme ça, on ne va pas. Donc, oh là là, ok. Vous arrivez à entendre maintenant, c'est bon? Vous arrivez à entendre? Oui, monsieur. C'est bon, ok. On va essayer de crier encore, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, toujours, en même temps, en parallèle, on est d'accord. Donc, je passe. Donc, c'est bon. Diagnostic positif d'un épanchement pleural liquidien. Normalement, ça doit être simple de poser un diagnostic d'un épanchement pleural liquidien, sauf dans quelques situations, il y a des diagnostics différentiels qu'on va évoquer après. Hein. Donc, bien sûr, on va commencer par la clinique. C'est liquidien, c'est la toux sèche, qu'est-ce qu'on appelle la toux d'origine pleurale. C'est quoi cette toux d'origine pleurale? C'est une toux qui est sèche, qui n'est pas productive, et elle peut aggraver au moment de position. Pourquoi on a la toux? Parce que la plèvre, elle est énervée par le nerf vague. Et qui est responsable du réflexe tussigène en général? C'est au niveau de la plèvre et du péricarde, c'est les terminaisons du nerf vague. On est d'accord. Donc ça peut expliquer par ça. Parce que les récepteurs tussigènes, ils sont au niveau des branches, quand on a une bronchite par exemple. Mais il y a un autre mécanisme de la toux, c'est tout ce qui est énervé par le vague. Donc on peut avoir une toux en cas d'atteinte cardiaque par exemple, un épanchement péricardique. Donc on peut avoir aussi une toux en cas d'atteinte respiratoire. J'ai dit tout à l'heure que la plèvre, elle est énervée par des terminaisons sensitives nerveuses. Vous vous rappelez de ça? Donc, ça peut faire mal. Et quand on a un épanchement pleural, parmi les premiers symptômes, même s'il n'y a pas de toux, on peut avoir une douleur en pointe de côté. On est d'accord. Donc, le malade, qu'est-ce qu'il va vous dire? Je tousse sèche et en même temps, j'ai une douleur au niveau de la base du thorax. Et elle est aggravée, bien sûr, quand je change de position ou bien quand je fais une inspiration profonde. On est d'accord. Et quand il tousse, il a très mal, le malade. C'est valable pour le pneumothorax, tout ce qui est pleural. On est d'accord. Et il va vous dire que c'est une douleur en pointe de côté. Qu'est-ce que vous allez mettre, vous, quand vous allez faire une observation d'un quelqu'un qui a un épanchement pleural, vous allez parler d'une douleur en pointe de côté, on est d'accord. Quand l'épanchement est abondant maintenant, on peut avoir une dyspnée, mais quand il est de petite abondance, il n'y a pas de dyspnée. La dyspnée, elle va commencer, bien sûr, avec à l'effort. Ensuite, si l'épanchement est bilatéral ou bien il est unilatéral de grande abondance, il y aura une compression du poumon contralatéral et bien sûr, la maladie va faire une dyspnée qui peut être même de repos. Hein, on est d'accord. Ensuite, il y a d'autres signes en rapport avec la cause. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait un épanchement d'origine infectieuse, il peut avoir de la fièvre, on est d'accord. Quelqu'un qui a une maladie tumorale avec métastase pleurale, il peut faire quoi? Il peut faire comment dirais-je? Il peut faire une altération de l'état général. Et bien sûr, ces symptômes, ils changent selon l'étiologie. Hein. Là, on parle des symptômes d'une façon générale, quelle que soit l'origine de l'épanchement, mais ils changent selon les étiologies. Le diagnostic d'un épanchement, je reste toujours sur ça et je parle maintenant de l'examen physique. Vous avez fait ça en asymptonie, je pense. On peut avoir ce qu'on appelle le syndrome d'épanchement pleural liquidien, qui est quoi la matité d'équilibre. C'est quoi la matité? Quand on parle, il n'y a pas de sonorité de l'air, il y a du liquide qui interpose la paroi thoracique et le poumon. Donc on va avoir une matité à la place d'une sonorité normale qui peut aller une matité de la base d'équilibre jusqu'à la moitié, le tiers, jusqu'à tous les méthorax. Ça dépend de l'abondance tous les signes dépendent de l'abondance de l'épanchement pleural. Hein. On a une abolition des vibrations vocales parce que l'épanchement il fait obstacle, on ne peut pas percevoir les vibrations vocales, ainsi que le murmure vésiculaire. Cette triade, c'est la triade de
syndrome d'épanchement pleural liquidien. On peut avoir, si l'épanchement est important, une distension et immobilité d'un hémothorax. Il n'y a plus d'ampliation normale, donc on peut avoir une distension. Donc quand vous allez commencer à examiner quelqu'un sur le thorax, après l'interrogatoire, vous allez voir les mouvements respiratoires. Est-ce que l'hémothorax concerné, il bouge normalement à l'inspiration, expiration. Ensuite, le reste de l'examen. Si l'épanchement est de petite abondance, c'est valable pour l'épanchement péricardique aussi, on peut avoir les deux plèvres qui se frottent. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un frottement pleural. Et là, c'est le témoin d'un épanchement inflammatoire de petite abondance. Quand il est de moyenne abondance, grande abondance, les deux plèvres sont distancées, sont éloignées. Donc, on ne peut pas avoir de frottement pleural. C'est quoi les caractères de ce frottement? On peut, lorsqu'il est aux deux temps, inspiratoire et expiratoire, et il cesse en apnée, parce qu'en apnée, il n'y a plus de frottement. On peut avoir un souffle pleuritique, il est rare, et il est expiratoire à la partie supérieure de l'épanchement. Ensuite, il y a d'autres signes, bien sûr, toujours en rapport avec l'étiologie. D'accord. On peut avoir un hypocratisme digital à l'examen qui témoigne d'un syndrome paranéoplasique, par exemple. On peut avoir un nodule de perméation au niveau du point de ponction de biopsie qui est en rapport avec un épanchement métastatique. On peut avoir pas mal de symptômes, on est d'accord. Plutôt pas mal de signes cliniques à l'examen. Maintenant, quand on a un examen qui est anormal ou bien des signes respiratoires qui sont chroniques, c'est l'indication de la demande d'un téléthorax, on est d'accord. Donc, mais là, il faut connaître le téléthorax. Je pense que vous avez fait déjà les images de l'épanchement pleural. On va essayer de revoir certaines images. Mais est-ce qu'un épanchement pleural liquidien est toujours visible sur la radiographie thoracique? Ce n'est pas le cas. Quand est-ce qu'on commence à voir un épanchement pleural en général? Quand ça dépasse le 1 demi-litre presque. C'est énorme. Parce qu'au départ, on va voir juste un cul-de-sac qui est comblé, ou bien un émoussement du cul-de-sac costodiaphragmatique. Et quand est-ce qu'on va parler d'épanchement de petite abondance, ou bien d'abondance très minime pratiquement, quand on commence à avoir 400 à 500 millilitres d'épanchement pleural de liquide à l'intérieur. Donc, il veut dire un épanchement de moyenne abondance, on peut avoir un minimum on peut avoir 1 litre, voire 2 litres. Donc, il ne faut pas voir l'image radiologique, il faut voir le thorax en 3D. Donc, l'épanchement, il va faire le pourtour de l'hémothorax. Donc, il y a une grande quantité de liquide à l'intérieur. Et il est non visible dans 27% des cas, si l'épanchement est inférieur à 250 millilitres. Quel est le moyen qui peut permettre de voir cet épanchement? Ce moyen, on l'appelle actuellement le stéthoscope du pneumologue. C'est l'échographie thoracique. Donc, je n'arrive pas à voir sur le téléthorax, le malade il a très mal. Je peux demander une échographie thoracique. Actuellement, ça devient un outil de diagnostic très intéressant. Et à partir de cette échographie, on peut détecter la présence d'un épanchement qui est minime pour donner une image radiologique pathologique. Donc, en cas d'abondance minime du liquide ou bien de doute sur le diagnostic, on peut faire un cliché en décubitus latéral. C'est quoi le décubitus latéral? Le liquide, il va s'étaler, on arrive à le voir. Au départ, il est au niveau du cul-de-sac, il n'est pas visible. Mais si le malade s'allonge en décubitus latéral sur le côté malade et je fais un téléthorax de côté, je peux voir le liquide qui s'étale. Donc, sous forme d'une opacité en bande. Actuellement, c'est délaissé parce qu'il y a l'échographie qui remplace ça. L'échographie thoracique, sensibilité 100%, c'est supérieur à 100 ml, c'est rien. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il faut avoir 200 ml pour commencer à avoir un cul-de-sac. Il a déjà 100 ml, on arrive à avoir un épanchement pleural à l'échographie thoracique. Et ça guide aussi la ponction. Donc, je peux faire ce qu'on appelle une ponction pleurale éco-guidée. Actuellement, l'échographie, elle a une grande place en matière de pathologie pleurale, quelle que soit la spécialité. La TDM thoracique, est-ce qu'elle a une indication? On ne peut pas demander à tout le monde une TDM thoracique qui n'a pas une grande indication en matière d'épanchement. L'échographie ici, la TDM non. La TDM elle a un intérêt pour le diagnostic étiologique surtout. Bon, je peux découvrir un cancer bronchique que je n'arrive pas à voir parce que l'épanchement il cache le poumon. Je peux avoir des nodules en rapport avec une tuberculose. Je peux voir autre chose. D'accord. Donc, toujours l'examen radiologique, la radiographie thoracique standard, elle est obligatoire avant toute ponction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Si je me contente de la clinique qui est non spécifique, je parle des symptômes. Les symptômes qu'on a déjà cités tout à l'heure, ils sont non spécifiques. Je peux les voir dans n'importe quelle étiologie. La douleur thoracique, je peux la voir s'il y a un pneumothorax, par exemple, ou bien une masse pleurale, ou bien une pneumonie. La toux sèche, c'est encore pire. Toutes les pathologies, même digestives, même ORL, même cardiaque, ça peut donner une toux sèche. Et la dyspnée, bien sûr, c'est non spécifique. Toute pathologie qui diminue un petit peu l'hématose
Entre autres, même l'insuffisance cardiaque, ça peut donner une dyspnée. On est d'accord. Même un pneumothorax, il donne une dyspnée. Même des métastases multiples au niveau du pont, ça donne une dyspnée. Donc, tous les symptômes respiratoires qu'on a cités tout à l'heure, ils sont non spécifiques. Et bien sûr, si on parle de syndrome d'épanchement pleural liquidien, imaginez qu'il y a un volumineux kystidatique. Ça peut donner le même syndrome d'épanchement pleural liquidien qu'un épanchement pleural. Sciences de radiologie. Donc cette image, c'est l'image typique d'un épanchement pleural liquidien gauche libre dans la cavité pleurale de moyenne abondance. Comment interpréter cette image? C'est une opacité dense homogène. Si j'ai au niveau de la moitié inférieure de l'hémithorax à gauche, dans la limite inférieure, il fasse les mycopoles diaphragmatiques et comble le cul de sa coste diaphragmatique cardiophérénique. La limite interne, il passe le médiastin à sa voile, le bord gauche du cœur. La limite externe se confond avec la paroi. La limite supérieure est nette, convexe, concave, pardon, en haut et en dedans, remontant en ligne bordante jusqu'à la région sous-claviculaire externe. Qu'est-ce qu'on appelle la ligne bordante? Cette ligne, à la clinique, on appelle la ligne damoiseau, si vous rappelez ça, la matité apicale, la ligne de damoiseau, on vous a parlé de ça en essai clinique. En radiologie, on l'appelle la ligne de tournon. Tournon, on est d'accord. Contour avec nous, on est d'accord, la ligne de tournon. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut analyser le parenchyme, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas des signes de refoulement. Ce n'est pas le cas ici, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des signes de distension? Quelques signes de distension. Est-ce qu'il y a des signes de refoulement? Il n'y a pas assez de signes de refoulement. Est-ce que il faut analyser le parenchyme sous-jacent? Donc, je dois finir par quoi? La limite supérieure est nette, concave et en dedans, remontant en ligne bordante jusqu'à la région surclaviculaire haute ou bien axillaire haute. Le parenchyme sous-jacent paraît indemne. Pas d'atteinte pleuroparenchymateuse contralatérale. Donc, c'est l'image typique d'un épanchement libre dans la grande cavité pleurale d'abondance moyenne. Ce n'est pas la peine de parler d'étiologie ici parce qu'il n'y a rien qui évoque une étiologie X ou Y. Hein. Donc là, il faut rester radiologique. Quand on vous donne un tertiléthorax dans l'examen de radiologie, il faut rester avec le diagnostic d'épanchement pleural liquidien gauche de moyenne abondance. Je vous montre un autre cliché. Un cliché qui a été déjà vu, je pense, c'est l'épanchement de grande abondance. Donc, comment interpréter ce cliché? Donc, je vais dire, donc c'est une opacité dense homogène qui intéresse la totalité de l'hémithorax gauche allant de la base au sommet. Et je parle de la limite inférieure qui efface les mycopoles diaphragmatiques comme les deux fils du sac. La limite externe, supéro-externe, qui se confond avec la paroi. Supéro-externe, c'est tout ça. Se confond avec la paroi. La limite interne, effaçant le médiastin. Et on note la présence, c'est pas la peine de dire effaçant le bord du cœur, le botton entier, quand on dit effaçant le médiastin, c'est suffisant. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici? Il y a des signes de distension. Regardez, si je vois, il y a quelques signes de distension. Il y a des signes de refoulement. Regardez la trachée, elle est refoulée du corps vers le côté droit, ainsi que le poumon contre le cœur et le poumon contralatéral. Le poumon droit, il paraît très petit, hein, parce qu'il est refoulé, complètement refoulé. Et bien sûr, il faut analyser le parenchyme contralatéral, parce que le mot latéral n'est pas visible. Il faut dire qu'il n'y a pas d'atteinte pleuroparenchymateuse visible en contralatéral. Et là, il faut donner le diagnostic d'épanchement pleural liquidien gauche de grande abondance sans parler d'étiologie. Je passe. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Là, regardez, là, ça devient plus libre dans la cavité pleurale. Là, il commence à... Un épanchement libre dans la cavité pleurale, c'est ça. Il faut que la limite supérieure soit concave en haut et en dedans. Quand cette concavité commence à disparaître, elle devient convexe, ou bien se forme d'une poche,
on commence à parler d'épanchement enquisté. Le cas ici, regardez, cet épanchement au départ, il était comme ça normalement. Regardez comment je fais la flèche. Hein. Il était comme ça. Il commence à se résorber spontanément ou bien après ponction. Il commence à aller vers la paroi. Il va rester au niveau de la base parce que c'est un liquide, il est lourd. Et il commence à aller vers la paroi. On est d'accord. Il va réaliser à la fin quoi? Une poche pleurale comme ça. On va voir une poche, la même poche. Qu'est-ce qu'on appelle une opacité fusiforme, comme celle-là. Regardez. Donc c'est le même épanchement. Pratiquement, regardez, si je prends cet épanchement, il est comme ça au départ. Il commence à être concave et en dedans. Il commence à libérer le médiastin et à aller vers la paroi. Ce qu'on appelle une poche pleurale pariétale. D'accord. Donc, c'est quoi pourquoi j'ai dans ce cliché? Il faut faire la différence dans cette image, entre une origine pleurale, regardez, parce qu'il y a une pente douce, un log de raccordement en pente douce avec la paroi, il y a un comblement du cul-de-sac, il y a une densité de nature liquidienne, contrairement à une opacité d'appartenance pulmonaire. J'ai parlé quand j'ai fait la séance de radio des angles de raccordement, si vous vous rappelez, et bien sûr, l'opacité parenchymateuse, elle fait un angle aigu avec la paroi. Ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas d'angle aigu. Regardez, elle épouse la paroi en pente douce, on dit. Hein. C'est une opacité fusiforme périphérique qui intéresse le tiers externe de l'hémithorax droit. Hein. Donc la limite externe converge vers le parenchyme, vers le médiastin. Cette opacité se raccorde avec la paroi en pente douce, se forme d'une bande pleurale. Regardez, vous êtes d'accord avec ça? Donc là, ça fait image pleurale. À la limite pleuropariétale, mais elle est pleurale. C'est un épanchement pleural enquisté. Ne faites la différence avec une opacité de nature ou les origines parenchymateuses pulmonaires. Donc je passe, regardez, là on voit bien l'enquistement. Hein. Là on voit bien l'enquistement. Cette image au départ, elle était concave comme ça, et elle commence à s'enquister. Regardez, vous voyez la poche pleurale. On commence à voir une poche pleurale qui va devenir comme ça après. Hein. Donc si on laisse un épanchement pleural évoluer spontanément sans le ponctionner, surtout s'il est inflammatoire, je ne parle pas des épanchements mécaniques, hein, surtout s'il est inflammatoire, l'évolution de cet épanchement, c'est vers l'enquistement, jusqu'à l'épaississement pleural, jusqu'à ce qu'on appelle la pachypleurite ou bien la pachypleurite. On va voir une image après. Donc elle va se calcifier à la limite, et bien sûr, elle va donner une gêne respiratoire chronique après. Donc la personne, il n'y aura plus de mobilité normale du poumon, parce que pour qu'il y ait une bonne mobilité des deux hémithorax, du poumon, il faut qu'il y ait quoi? Une plèvre qui est souple, qui est fine, qui est souple, qui est normale. Quand la plèvre elle va devenir inflammatoire, épaisse, fibrosée, elle va empêcher, elle va entraver l'ampliation thoracique. Donc la personne va manifester ça par une dyspnée, qui peut être d'effort ou bien de repos. Donc ça peut être parmi les étiologies de l'insuffisance respiratoire restrictive. Hein. D'accord. Donc il faut toujours vider un épanchement quand on n'a plus besoin, quand il est inflammatoire. On est d'accord. Cette image, si je voulais la décrire, donc c'est une opacité fusiforme périphérique de l'hémithorax qui soit raccordée avec la paroi thoracique en pente douce. C'est pas la pente douce, tout doucement, voilà. Contrairement à une opacité de nature parenchymateuse qui est en angle aigu. On va voir ça après, dans le diagnostic différentiel. Hein. L'épaississement pleural, donc attention, là c'est un épanchement pleural enquisté, ou bien on voit d'enquistement, comme le premier cliché, mais là, la question est posée, est-ce qu'il y a réellement du liquide à l'intérieur? Est-ce qu'on est à un stade où tous les liquides ils sont résorbés? Il y a juste l'épaississement pleural, c'est-à-dire la fibrose pleurale. Dans les stades de l'inflammation, il y a la phase liquidienne, exudatif. Ensuite, il y a la fibrose pleurale, fibroblaste. Ensuite, il y a les calcifications. Regardez, si vous voyez la plèvre ici, là, c'est la plèvre viscérale et ça, c'est la plèvre pariétale. Vous voyez qu'elle est épaisse et très dense, non? Donc, elle commence à se fibroser. Est-ce que là, il y a du liquide à savoir? Donc, on n'a pas le droit de mettre une ponction d'emblée en plein matiti ici. Il faut faire une écho thoracique. Qu'est-ce qu'elle va dire l'échographie thoracique? Présence ou pas de liquide. D'accord. Là, je pense qu'il y a du liquide parce qu'il y a une grosse poche. Et on voit que la densité elle est liquidienne toujours. Mais là, c'est très dense. Pourquoi pas un épaississement pleural, qu'est-ce qu'on appelle une fibrose pleurale. On est d'accord. Donc là, il faut demander une échographie thoracique avant de faire la ponction. Donc, les diagnostics différentiels. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas ponctionner sans faire de téléthorax. Regardez les diagnostics différentiels. On peut avoir un volumineux kystidatique qui peut donner la même clinique qu'un épanchement pleural. Le malade, il tousse, il a une dyspnée, il a mal, une sensation de pesanteur au niveau du thorax, c'est la douleur. On peut avoir un syndrome d'épanchement pleural liquidien à l'examen parce que le kyste est volumineux, il est liquidien aussi. Et je le ponction sans téléthorax,
le danger, c'est quoi? C'est de faire libération à partir de la fonction de matériel parasitaire qui va donner une réaction à ionophile, donc ça va donner jusqu'au choc anaphylactique et la mortalité. Donc, interdiction de ponctionner son téléthorax. Une atylectasie complète d'un poumon, elle peut donner la même clinique et en même temps, sur le téléthorax, il faut faire la différence. On va voir ici le téléthorax après. Hein. La pachypleurite, qui est une fibrose pleurale avec calcification, je peux faire une ponction, elle est très vascularisée. Aussi, on peut faire qu'est-ce qu'on appelle un saignement, une hémorragie. Donc là, il ne faut pas ponctionner. Chaque fois qu'il y a un doute sur la présence ou pas de liquide dans la cavité pleurale, après le téléthorax, en cas de poche pleurale, il faut compléter par une échographie thoracique. C'est elle qui va dire présence ou pas de liquide. On est d'accord. Il va même vous guider la ponction. Donc, je commence par le premier diagnostic différentiel. Regardez. Si je fais un examen physique, j'aurai un syndrome d'épanchement pleural liquidien. C'est tellement volumineux, non? Il y a juste le cul-de-sac qui est libre. C'est contre l'épanchement pleural. Parce que dans l'épanchement pleural liquidien, il y a une déclivité. Il est basal. Donc, il y a toujours, on commence à remplir le cul-de-sac avant d'augmenter l'abondance vers le haut. On est d'accord? Cette image, qu'est-ce qu'il y a encore contre l'épanchement pleural de grande abondance ou moyenne abondance? Regardez l'angle de l'accordement ici. Un épanchement pleural, il aurait fait ça, comme tout à l'heure, non? Ou bien jusqu'en haut. Mais là, cette image, elle fait ça. Donc, il y a un angle de l'accordement avec la paroi, avec un angle aigu, même avec le médiastin. Donc, cette image, elle est d'appartenance pulmonaire. Elle n'a pas d'appartenance ni médiastinale, si je vois de ce côté, ni pleuropariétale, si je vois de ce côté. En plus, il y a le dernier signe qui est très pathognomonique, c'est le croissant gazeux. Vous le voyez. Donc, c'est un volumineux kyste au stade 2. C'est un kyste hydatique filtré. C'est l'image en croissant gazeux. Donc, j'ai plusieurs signes en faveur de l'origine parenchymateuse et d'origine hydatique. On est d'accord. Même un autre téléthorax. Cette image, si je fais un examen, j'aurai les mêmes symptômes. Si je fais un examen, j'aurai un syndrome d'épanchement pleural liquidien. Je peux enlever ça. Si j'enlève ce niveau hydroaérique, j'aurai quoi? Un volumineux kyste hydatique. J'enlève ça. Mais possible qu'il y ait un médecin qui va venir, il ne va pas connaître, il ne va pas faire la différence entre une image d'épanchement et une image de kyste volumineux. Il va mettre une aiguille ici. C'est ponctionné. Hein. Mais là, si je vois bien, j'analyse bien, regardez, ça fait rond. Hein. Il y a le cul-de-sac cardiophérénique qui est libre. Il y a un angle de l'accordement qui est aigu. Vous le voyez ici. Donc, c'est une image d'appartenance, même ici. Donc, c'est une image d'appartenance pulmonaire. En plus que ça, j'ai un niveau hydroaérique. Je peux l'avoir en matière d'épanchement hydroaérique, épanchement mixte, mais là, cette image, elle est parenchymateuse. Donc, ne pas fonctionner. C'est deux images de kyste hydatique. Hein. Là, c'est un kyste hydatique stade 2, qu'on appelle filtré ou bien malade, filtré ou bien fissuré. Et là, c'est un kyste hydatique de stade 4, le pyopneumokyste, l'image hydroaérique. Vous enlevez ça, ou bien ça devient un kyste hydatique, ça. C'est bon? Une autre image. Alors, je pense que c'est une image qui est simple. Hein. Si je commence à interpréter cette image, ça va ressembler à celle-là. Il n'y a pas de différence d'interprétation, sauf à la fin. Ça va ressembler à ça. Donc, je vais dire opacité dense homogène. Opacité dense homogène, intéressant la totalité de l'hémothorax gauche. Dans la limite inférieure, efface l'hémocopole et comble les deux cul-de-sac. La limite supérieure se confond avec la paroi interne effaçant le médiastin. Jusque-là, je suis dans la même interprétation que l'épanchement de grande abondance. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Au lieu des signes de distension, il y a des signes de rétraction, placement des espaces intercostaux, regardez là par rapport à là. Et au lieu d'avoir des signes de refoulement, quand il y a un volume à l'intérieur du thorax, il détend, il distend et il refoule. Mais quand il y a un vide, l'atelectasie, c'est quoi? C'est un vide, c'est une apneumatose. Il n'y a plus d'air à l'intérieur des cavités aériennes. C'est-à-dire le poumon, au lieu d'avoir un volume normal, il va se ratatiner, il va se collaber. Il y aura plus de vide au niveau de l'hémothorax concerné. Donc, ça va rétracter l'hémothorax concerné et attirer vers le vide. En général, les volumes viennent vers le vide. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme volume? Il y a le médiastin avec la trachée et le bord du cœur, droit du cœur qu'on ne voit même pas, et gauche. Il y a tout le poumon contralatéral qui va rentrer dans l'espace laissé par le poumon gauche. C'est-à-dire il va rentrer dans le médiastin, voire plus. On est d'accord. Donc là, il y a attraction du médiastin, à savoir la trachée et le cœur,
et du poumon contralatéral vers le côté gauche. Donc, on parle de signes de rétraction et d'attraction. Et là, c'est l'atelectasie totale du poumon gauche. Donc, c'est un diagnostic différentiel. Attention, si radiologiquement, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas faire la différence entre un épanchement pleural de grande abondance et un atelectasie, vous confondez, vous allez ponctionner une atelectasie, et c'est risqué, et vous allez faire une fibro pour un épanchement de grande abondance. Là où c'est risqué aussi. Là où il faut ponctionner, vous faites une fibro. Là où il faut faire une fibro, vous allez ponctionner. On est d'accord. Donc la radiologie, c'est très important pour un médecin généraliste. On est d'accord. Là, je vous montre l'image de pachypleurie. C'est une belle image typique. Regardez, ça ressemble à l'image fusiforme, à l'opacité fusiforme de tout à l'heure, non? Mais qu'est-ce qui fait la différence? Vous voyez les signes de rétraction. S'il y avait une poche pleurale à la limite, j'aurais pas eu de rétraction. Au moins un cliché qui est normal sur le plan forme, morphologie. Mais là, regardez la rétraction. Là, c'est forme normale. Là, c'est l'épaule est complètement abaissée, non? Et les espaces, là, c'est rétréci, là, c'est normal. Donc là, on parle de signe, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a une fibrose pleurale qui est en train de rétracter l'hémithorax concerné. Quel est le deuxième signe? Regardez cette densité. Le pourtour, tout à l'heure, j'ai parlé de pleuve viscérale et pariétale. Regardez le pourtour. Il n'est pas seulement épais, très dense, mais il est calcifié. Il dépasse un petit peu la côte. Regardez, la côte, elle est là. Donc là, on parle de calcification pleurale. Donc c'est la même description. C'est une opacité fusiforme périphérique de la moitié inférieure de l'hémithorax gauche, hein, fusiforme, ou bien oblongue. Qu'est-ce que je dois rajouter? Je dois donner que l'épaisseur tahal est de 4 cm environ, mais je dois dire que le pourtour, il est calcique. Le pourtour, il est calcique. Le pourtour, il est calcifié, avec des signes de rétraction. Et là, le diagnostic, ce n'est pas un épanchement enquisté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquide à l'intérieur normalement. Il y a de la fibrose pleurale, qu'est-ce qu'on appelle la pachypleurite ou bien la pachypleurite. Cette image, on l'appelle l'image en os de sèche. L'os de sèche, si vous partez à la plage, la sépia, la sèche, c'est une variété de sépia à la sèche, vous trouvez l'os avec un antibiconvexe, en biconvexe, l'os blanc, biconvexe très léger, vous voyez, on le donne aux oiseaux pour aiguiser leur bec. Là, on appelle ça l'os de sèche. Et cette image, on l'a appelée os de sèche. C'est l'image de pachypleurite ou bien de pachypleurite, c'est l'épaississement pleural. Là, c'est une image typique. Hein. Là, on n'a pas le droit de ponctionner cette image, attention. Il y aura de la fibrose, elle peut être très vascularisée, ça peut donner même une hémorragie intrapleurale, voire intrathoracique. Je pense qu'on a terminé avec le diagnostic différentiel, j'espère que c'est acquis. Maintenant, après la radiologie, bien sûr, il faut faire le diagnostic il y a d'autres examens qu'on peut faire. La radiographie standard, donc l'échographie, elle a vraiment sa place actuellement. On l'appelle même actuellement le stéthoscope du pneumologue. Hein. Donc, elle n'a pas seulement un intérêt dans la pathologie pleurale, mais elle a un intérêt dans la pathologie pulmonaire. Hein. Donc, elle remplace un petit peu les yeux du pneumologue, c'est les yeux du pneumologue, elle remplace la liquidienne thoracique. Elle confirme la nature liquidienne, elle va nous dire quoi? Présence d'un liquide, d'une formation anicogène intrapleurale, donc c'est liquidia, élimine d'autres diagnostics s'il y a un doute. Elle peut même dire qu'il y a un kyste hydatique. Même en matière de kyste hydatique, ça fait partie des indications. Un volumineux kyste hydatique périphérique qui est contre la paroi, je peux voir même le matériel parasitaire à l'intérieur du kyste. Hein, on est d'accord. Donc l'échographie, elle a sa place en matière même de kyste hydatique. Donc ça peut éliminer d'autres diagnostics et elle va confirmer la nature liquidienne quand il y a un doute. Mais sinon, le téléthorax, quand il est typique, il peut suffire avant de faire une ponction. C'est une bonne méthode pour guider une ponction ou la pose d'un drap. Donc on peut mettre un drap sous guidage échographique ou bien faire une ponction. Si l'épanchement il n'y a pas d'abondance suffisante pour faire une ponction à l'aise, il y a un risque, on peut guider par là, on parle de guidage échographique, ponction avec éco-guidage ou bien guidage échographique. Donc c'est un outil qu'on utilise actuellement fréquemment. Il y a même les pneumologues actuellement qui s'y mettent. Hein. Avant c'était un outil qui est utilisé par le radiologue, actuellement c'est un outil qui est utilisé aussi par les pneumologues et les autres médecins. La tibiale thoracique, après vidange pleurale, elle n'a pas d'intérêt pour guider une ponction, bien pour poser le diagnostic. L'échographie, la radio standard suffit pour l'échographie, mais elle a un intérêt pour essayer de préciser une étiologie. Hein. On peut avoir une image de cancer bronchique homo-contralatéral, on peut avoir une mésothéliome pleural qui est une tumeur primitive maligne de la plèvre qui est due à l'amiante, à l'exposition à l'amiante. On peut avoir d'autres images, tuberculose, bien abcès, etc., mais à condition de vider la plèvre presque complètement pour mieux voir le parenchyme
qui est derrière. On est d'accord. Parfois, le radiologue, qu'est-ce qu'il va dire quand l'épanchement est de grande abondance sur un scanner thoracique, il va dire que les images sont gênées par la visibilité, elle est gênée par l'épanchement. Il comprime le parenchyme, on n'arrive pas à voir bien les images intraparenchymateuses. Donc, une TDM thoracique, on peut la faire aussi avant de proposer un traitement chirurgical pour une pleurésie purulente. Parmi les traitements de la pleurésie purulente, hormis le traitement antibiotique et la vidange par le drainage de la ponction, on peut aller dans certaines situations à faire une chirurgie précoce. On décortique la plèvre, on enlève la plèvre, on vide, on stérilise, on vide l'épanchement purulent et on ferme. D'accord. Donc, la TDM thoracique, je peux faire comme bilan lésionnel pour savoir quoi enlever, quoi laisser. On est d'accord. Diagnostic positif d'un épanchement pleural liquidé. Maintenant, jusqu'à maintenant, on est en train de suspecter un épanchement. Regardez, jusqu'au télithorax, qu'est-ce qu'on va dire? Image évoquant un épanchement pleural liquidien. Les images qu'on a vues tout à l'heure, même les images typiques, on va dire image thoracique évoquant un épanchement pleural liquidien. Évoquant, on est d'accord. Mais quand est-ce qu'on va dire épanchement par certitude? Qu'après ponction pleurale, quand on ramène du liquide dans la seringue, après ponction pleurale, là, on a le droit de parler de présence formelle de présence d'épanchement pleural liquidien dans la cavité pleurale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui confirme réellement la présence d'un épanchement pleural liquidien? C'est le fait de ramener. Pourquoi? Parce qu'à la limite, même à l'extrême, il peut y avoir une image pleurale, mais à l'intérieur, il n'y a plus de liquide. C'est-à-dire, il y a un épaississement pleural. Donc, je n'ai pas le droit de parler d'épanchement pleural. Je vais parler de quoi? De pachyplurite ou bien de fibrose pleurale. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va confirmer? C'est la ponction pleurale. Donc, ponctionner tous les épanchements, sauf si dangereux. Un petit épanchement, et lequel est le moyen qu'on peut utiliser? C'est l'échographie, le guidage échographique. Ou bien, quand c'est inutile, le malade il est déjà ponctionné, il a déjà une biochimie, il y a une cytologie, il y a une origine, ce n'est pas la peine de le reponctionner pour l'exploratrice. Ou bien, quand l'épanchement est d'origine mécanique connue. L'exemple type, c'est une insuffisance cardiaque. On ne ponctionne pas, on ne vide pas un épanchement d'origine cardiaque, mais on le traite par des diurétiques. Comme les œdèmes disparaissent, l'épanchement pleural il disparaît en quelques heures, voire en quelques jours. On est d'accord. Donc on ne ponctionne pas, sauf si l'épanchement il est vraiment mal toléré et on ne peut pas attendre le temps que les diurétiques agissent. On est d'accord. Je parle là du furosémide. Là, j'ai le droit de ponctionner. Mais de principe, normalement, on ne ponctionne pas un épanchement d'origine mécanique. On traite l'étiologie et l'épanchement il disparaît, se résorbe. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque, c'est le cas de l'insuffisance rénale. Le syndrome néphrotique. Comment faire une ponction pleurale maintenant? La technique, je vous laisse ça, mais c'est bien de l'avoir de visu. Dommage, vous ne faites pas de stage en intra-hospitalier, mais je vous donne la technique. Là, c'est en postérieur, le malade se met en cette position. Ce n'est pas en position allongée, ce n'est pas en position debout, c'est en position assise, on est d'accord. Pour ne pas se fatiguer aussi, pour courber pourquoi on courbe, on fait cette courbure? Pour distendre les espaces intercostaux, parce qu'on va piquer au niveau des espaces intercostaux. Pour distendre, pour qu'il y ait une bonne distension, élargissement des espaces, le malade il se courbe vers l'avant, on est d'accord. Et en même temps, il se repose un petit peu comme ça, il ne sera pas fatigué après. Parce que si on fait une ponction exploratrice, ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. Si on fait une ponction évacuatrice, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc le malade il peut se fatiguer, il peut prendre cette position. Donc en plein matité, en postérieur, je vois l'omoplate, la pointe de l'omoplate. Je la palpe et je mets deux doigts, deux espaces intercostaux et je ponctionne dans le deuxième espace. C'est simple, non? Donc c'est l'équivalent du 7e, 9e espace intercostal. Là, ça devient postérieur. Postérieur, il n'y a pas d'organe, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas le foie, il n'y a pas la rate à gauche. Donc, tous les organes sont loin. Et c'est déclive, c'est-à-dire là où il y a plus d'épanchement. Déclive, c'est plus bas, on est d'accord. Donc là, si je ponctionne en postérieur, il y a moins de risque de toucher les organes intra-abdominaux ou bien intra-thoraciques. Et bien sûr, voilà la seringue, je l'ai mis à l'espace. Regardez, là, c'est la pointe de l'omoplate. Je calcule un espace, deux espaces sur la pointe de l'omoplate et je ponctionne là. Pourquoi là? Parce que si je ponctionne au niveau de la limite, le bord inférieur de la côte, il y a le pachyvasculo nerveux qui passe par là. Le pachyvasculo nerveux intercostal, il passe chaque fois au niveau du bord inférieur, il rase le bord inférieur de la côte. Donc si je ponctionne ici, pardon, je peux toucher le
Donc, il faut toujours ponctionner au niveau du bord supérieur de la côte inférieure, là ou bien là, on est d'accord. Et là, j'évite le paquet vasculo-nerveux intercostal. Là, j'ai ponctionné, donc il y aura du liquide. Qu'est-ce que je vais faire pour le liquide? Je commence à voir le fait qu'il y ait du liquide qui arrive, je confirme le diagnostic d'épanchement pleural liquidien. Ensuite, il faut voir l'aspect macroscopique du liquide, quelle coloration il a. Et je dois dire, faut-il faire une biochimie? Faut-il faire une cytologie ou nanopathie en bactériologie? Faut-il faire une bactériologie à la recherche de germes? Faut-il faire d'autres examens? On est d'accord. Bien sûr, je pense qu'il y a des questions. Voilà, là on fait la ponction. Bien sûr, il faut connaître bien le geste. Quand on fait un geste, c'est un geste qui est médical. Donc, il faut que chaque geste, quand on dit médical ou paramédical, il a son indication, il a sa technique, il a son indication, il y a ses contre-indications, il y a ses effets secondaires, les risques. On est d'accord, il faut connaître tout ça. On n'a pas le droit de ponctionner et crier et faire un dégât chez le malade. On est d'accord. Donc, contre-indications, ils sont rares et relatifs. Trouble de l'hémostase, bien sûr. Chaque ponction peut aussi un vaisseau. Donc, il faut qu'il y ait une hémostase qui est quoi? Un TP qui est inférieur à 30, ça contre-indique. Des plaques à température à 50 000, ça contre-indique. Une dermatose sur le trajet de ponction, je vais ensemencer le germe qui est au niveau de la peau à l'intérieur de la plèvre. Donc, ça contre-indique. En attendant de guérir, parce que je parle de rare et relatif. Je sais pas le relatif. Là, je peux remonter. Là, je peux remonter. Là, je peux traiter. On est d'accord avant de faire la ponction. Ou bien j'évite ça, la dermatose. L'épanchement dont l'origine cardiaque est prouvée. C'est pas la peine de ponctionner. On a fait une biochimie au départ, ou bien le tableau radioclinique. C'est un tableau d'incidence cardiaque. Je traite par les diurétiques. Je ne fais pas de ponction ni exploratrice, sauf s'il y a un doute, je fais une exploratrice. Quand le cardiologue me dit, je ne suis pas d'accord avec l'origine mécanique ou bien je ne suis pas sûr, là, je peux lui donner une biochimie qui montre un transfida. Et là, il n'y a plus à discuter, on est d'accord. Mais quand l'origine, elle est connue, le tableau, il est connu, ce n'est pas la peine d'aller faire des fonctions en cas d'épanchement d'origine mécanique, cardiaque ou bien rénale ou bien autre. Patient sous ventilation assistée. Donc là, ça peut faire un pneumothorax ou bien un pneumomédiastin. Je peux faire mal au patient. C'est une ponction qui est faite sans anesthésie en général. Je peux avoir un malaise vagal parce que la plèvre elle est énervée par le nerf vagal et le nerf vagal, c'est lui qui est responsable des évanouissements, etc. et des malaises. Hein. Je peux avoir un pneumothorax. Je fais rentrer de l'air à l'intérieur de la plèvre, de l'air de l'extérieur à travers l'aiguille dans la cavité pleurale. Je peux toucher un vis et avoir un hémothorax. Je peux donner une plaie au niveau du foie de la rate si je ne fais pas la ponction au niveau du site qui est indiqué. On est d'accord, le site exact. J'ai dit tout à l'heure, quand on ponctionne, on peut toucher un organe. Mais pourquoi je fais en postérieur, en déclive, sur l'omoplate pour éviter tous les organes. D'accord. Je peux avoir une infection, j'en sens bon acidité quand j'ai manipulé le matériel de lui, et là je peux avoir une infection. Ce contrôle échographie, c'est petit épanchement. Vérifier l'hémostase radiothoracique après la ponction. Pourquoi la radiothoracique après la ponction? Pour vérifier que je n'ai pas fait de pneumothorax en général. Pour dire que je n'ai pas fait rentrer de l'air à l'intérieur de la cavité pleurale. Là, on a parlé de ça. Donc, si je récapitule ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la clinique évoque un diagnostic d'épanchement pleural liquidien, elle évoque. Hein. Il n'est pas spécifique, il n'y a aucun signe spécifique. Le plus spécifique, c'est le syndrome d'épanchement, mais il y a des diagnostics différentiels aussi. Hein. La radiologie renforce le diagnostic. Qu'est-ce qu'on va dire? Image évoquant un épanchement pleural liquidien, parce qu'il y a des diagnostics différentiels. On peut avoir un épaississement pleural là où il n'y a pas de liquide. Et le diagnostic de certitude devra être apporté par la ponction pleurale, ramenant du liquide. Maintenant, j'ai du liquide. Jusqu'à maintenant, c'est le diagnostic d'épanchement pleural liquidien, le diagnostic positif. Jusqu'à maintenant, je sais que j'ai un épanchement pleural liquidien chez mon patient. Mais il reste à préciser l'étiologie, on est d'accord. À partir de cette étape, je commence à voir un petit peu les étiologies, on est d'accord. Bien sûr, au départ, il y a un interrogatoire, un examen physique et un contexte clinique. Là, ça me permet déjà de penser à quelque chose, à une étiologie. Mais si je parle de la plèvre, je ne parle pas de la clinique maintenant, par rapport au liquide pleural, quels sont les paramètres qui vont permettre d'orienter mon diagnostic étiologique. Donc, démarche diagnostique étiologique, dans quel contexte clinique est apparu cet épanchement? Je vous donne un exemple. Il vient un malade avec une néoplasie qui est connue, une tumeur qui est déjà connue. Une tumeur du sein chez la femme ou un cancer bronchique chez l'homme. La première chose qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est métastase pleurale de ce cancer. Vous êtes d'accord avec ça? Deuxième éventualité, quelqu'un vient avec une fièvre.
avec un syndrome infectieux. Je pense à quoi d'emblée? Je pense à l'origine bactérienne. Une autre personne, avant de faire même la ponction, hein, une autre personne, il vient avec des signes généraux, avec fibricule chronique depuis plusieurs semaines. C'est un jeune. Notion de contact tuberculeux. Je pense à quelle étiologie? L'origine tuberculeuse, une pleurésie d'origine tuberculeuse. Il y a une autre personne avec une insuffisance cardiaque, avec un épanchement bilatéral. Première chose qui vient à l'esprit, c'est l'origine mécanique, l'origine cardiaque. Donc le contexte clinique, au départ, à l'interrogatoire, à l'examen physique, je peux déjà penser dans la majorité des cas à un diagnostic, voire quelques diagnostics. On est d'accord. Quels sont les résultats d'études de l'équipe de ponction? Donc après je vous donne un exemple. D'emblée, après la ponction, je peux un petit peu connaître l'étiologie de cet épanchement. L'exemple typique, c'est je ponctionne chez quelqu'un qui a un syndrome infectieux, je retrouve du pus à l'intérieur de la cavité pleurale. Là, je parle de pleurésie purulente, un OPM pleural. Et bien sûr, l'origine, elle est bactérienne, on est d'accord. Chez quelqu'un qui a déjà une néoplasie quelconque, ou bien une image qui évoque un cancer, quel que soit le siège, et je fais une ponction, je retrouve un liquide qui est sérohématique, voire hématique, hémorragique. Je pense d'emblée à l'origine métastatique, on est d'accord. Donc à la ponction, avant même l'étude biochimique, cytologique, etc., je peux penser déjà à une origine, à une étiologie X. Ensuite, à la cytologie, quand le liquide est clair, par exemple, je peux dire que telle ou telle étiologie. Je vous donne l'exemple que vous avez déjà fait, je pense, en cas de pleurésie tuberculeuse, la prédominance cellulaire, elle est lymphocytaire. Donc, le fait qu'il y ait prédominance lymphocytaire, déjà, je pense à l'origine chez un jeune qui a des signes généraux qui remontent à plusieurs semaines, je pense à l'origine tuberculeuse. Maintenant, après tous ces examens, faut-il biopsie ou pas? Donc, on va essayer de discuter les indications de la biopsie pleurale. Quels sont les malades chez qui il faut faire une biopsie pleurale? Je vous donne un exemple simple. On ne biopsie pas un épanchement transudatif et on ne biopsie pas un épanchement purulent. Un épanchement purulent, on le traite et on l'évacue. On le traite par des antibiotiques et on l'évacue. On n'a pas le droit de biopsier un épanchement purulent. Ça ne sert à rien parce qu'il est bactérien, on est d'accord. Donc, étude des liquides de ponction pleurale. J'ai fait la ponction, je commence à voir l'aspect macroscopique du liquide. On va voir ici combien d'aspects existent. On va détailler le paramètre par paramètre. Ensuite, pour certains malades, on fait une biochimie, ou bien la majorité des malades. On va voir après. La biochimie elle est intéressante. Pourquoi? Quand il y a un doute entre l'épanchement transudatif et l'épanchement exsudatif. On fait une cytologie. La cytologie, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les éléments figurés du sang dans le liquide pleural. C'est quoi les éléments figurés? C'est les globules rouges, c'est les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles. Ah, on est d'accord, les lymphocytes, surtout ça pratiquement. Et je peux rechercher aussi, on a en pathologie, je peux rechercher la présence ou pas de cellules malignes dans la cytologie. Donc deux éléments de la cytologie. Les éléments figurés, elle est faite de quoi cette inflammation? Par quel type de cellules, de polynucléaires? Et en même temps, la recherche de cellules malignes, on n'a pas. La bactériologie, si j'ai un épanchement que je suspecte d'origine bactérienne, qu'elle soit tuberculeuse ou non tuberculeuse, il faut faire une bactériologie. Donc, j'envoie en bactériologie à la recherche de germes banals, c'est-à-dire les germes qu'on connaît, ou bien de germes nosocomiaux, ou bien la recherche de bacilles de Koch à l'examen direct ou bien à la culture. Là, c'est la bactériologie. Donc, je commence par l'aspect macroscopique. Quelles sont les éventualités? Je fais une ponction. Si je ramène du liquide, soit qu'il est clair, il est jaune citrin. Le citrin, c'est-à-dire qu'il a une coloration jaune qui rappelle la coloration du citron. On est d'accord? C'est ça le citrin. Donc, je peux avoir une coloration claire et il est appelé aussi clair. Il est appelé aussi sérofibrineux. Pourquoi? Parce qu'il est fait de sérum et de la fibrine, des protéines inflammatoires. Donc, il est jaune citrin ou bien clair. On l'appelle clair. Le clair, ce n'est pas l'eau de robinet, ce n'est pas comme l'eau minérale. On est d'accord? Le jaune citrin, il est clair en matière d'épanchement pleural liquidien. C'est la majorité des épanchements. 70% des épanchements, en général, ils sont clairs, jaune citrin. Et bien sûr, là, c'est l'indication d'une biochimie. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la différence entre un épanchement transudatif et un épanchement exsudatif. L'épanchement, il peut être hémorragique ou bien hématique. Hématique franc, c'est-à-dire carrément rouge qui ressemble à du sang, parce qu'il y a du globule rouge à l'intérieur, ou bien il est rosé, c'est-à-dire que ce qu'on appelle
le sirop hématique. C'est quoi le sirop hématique? Il y a du jaune à l'intérieur, il y a du sang. Donc il y a du sérum, il y a des globules rouges. On l'appelle le sirop hématique. Donc ça peut aller du clair vers le sirop hématique, teinté de sang, vers le franchement hémorragique. 15% des cas, hémorragique. C'est quoi l'hémothorax? C'est l'hémorragique, l'hémothorax, mais il est de nature traumatique, l'hémothorax. C'est grave. Quand on parle d'hémothorax, c'est une hémorragie intrapleurale. Soit traumatique, soit iatrogène. Et là, c'est grave parce que le malade il va faire quoi? Un choc hypovolimique. Il peut décéder par choc hypovolimique, par spoliation sanguine. L'hémorragique, ce n'est pas obligatoirement d'origine traumatique. L'hémorragique, c'est un épanchement pathologique qui n'est pas traumatique, hein, qui contient des globules rouges à l'intérieur, qui a donné la coloration hématique à cet épanchement. L'exemple typique pratiquement, c'est l'épanchement métastatique. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand l'épanchement est métastatique, en général, il est hématique ou bien sérohématique. Le purulent dans 10% des cas. Le purulent, logiquement, quand on voit un purulent, on pense à l'origine bactérienne non spécifique. Ce n'est pas non spécifique, bactérienne banale. Alors, je parle de staph, je parle de pneumocoque, hémophilus, etc. Mais dans un petit pourcentage de cas, il peut être d'origine tuberculeuse. Quand l'épanchement purulent est chronique, ça peut être du casium à l'intérieur, ce qu'on appelle l'origine tuberculeuse. Mais habituellement, c'est l'origine bactérienne non tuberculeuse. Il peut être aussi d'origine parasitaire, voire d'origine mycosique, mais c'est rare. Il peut être liteux, l'aspect d'adulé. Là, c'est ce qu'on appelle l'épanchement chyleux, l'épanchement ou bien le chylothorax. L'exemple typique, c'est quand il y a obstruction du canal lymphatique, il y aura diffusion de la chyle, la lymphe, à l'intérieur de la cavité pleurale. Ou bien quand il y a une rupture du canal thoracique à l'intérieur de la cavité pleurale, le canal thoracique, c'est celui qui draine la lymphe, il y aura effusion, il y aura l'épanchement d'origine lymphatique qu'on appelle le chylothorax, bien le liteux. Le diagnostic différentiel, bien sûr, il se fait avec l'épanchement périlleux, parce que ça peut ressembler. Hein. Donc, quand j'ai un doute, il y a un moyen. Là, il y a des triglycérides, il y a des polynucléaires neutrophils altérés. Donc, la biochimie du liquide pleural. Protéines dans la liquide pleural, quand est-ce qu'on parle de quel est le chiffre qui est important en matière de protéines dans le liquide pleural? Les protéines totaux, hein, les protéines totaux. C'est 30 grammes. Pourquoi 30 grammes? Parce que, de principe, qu'est-ce qu'on dit? L'épanchement, il est oxydatif ou bien inflammatoire, c'est la même chose. Quand il y a au moins la moitié du taux de protéines sériques à l'intérieur de la plaque. Et quel est le taux des protéines sériques? C'est entre 60 et 80 grammes par litre. D'accord. Quand on vous dit, quand on vous demande un taux de protéines dans le sang, dans le sérum, les chiffres se varient entre 60 et 80. Donc la limite inférieure, c'est 60. Quand j'ai la moitié de qu'est-ce qu'il y a dans le sérum, dans la plèvre, quelle est la moitié? 60 divisé par 2, c'est 30. Là, je commence à parler d'un épanchement riche en protéines. Et bien sûr, c'est un épanchement oxydatif. C'est bon? Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale, par exemple, ou bien qui est en dénutrition, il n'aura pas assez de protéines totaux à l'intérieur du sérum, du sang. Donc, il peut avoir, à l'état normal, mais c'est pathologique, il peut avoir 40 grammes. Si je prends bêtement ce chiffre, 30 grammes, possible que à 25 grammes, le malade est oxydatif. Pourquoi? Parce que la moitié de ce chiffre, ce n'est pas 30. C'est ce malade, qui a un problème rénal, qui laisse fuir les protéines à partir de son rein. 40 grammes, la moitié, c'est 20 grammes. Donc, je peux avoir un oxydat à partir de 20 grammes, 25 grammes. Donc, ce chiffre n'est pas intéressant. Donc, il y a M. Light, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé d'autres critères qui permettent, dans certains cas difficiles, à faire la différence entre oxydat et transidat. C'est quoi? C'est les rapports. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris carrément les rapports. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois faire ce qu'on appelle les critères de Light. Au lieu de dire 30 grammes comme ça de principe, je dois doser les protéines dans le sérum, les protéines dans la plèvre, et je fais le rapport. S'il est supérieur à 0,5, je parle d'oxydat. LDH, pourquoi? Parce que l'épanchement inflammatoire, il y a beaucoup de lactéco-déshydrogénase, il y a beaucoup de protéines inflammatoires, il y a beaucoup de LDH. Donc, je calcule les LDH pleuraux, les LDH du sérum. S'ils sont supérieurs à 0,6, on parle d'oxydat. Le LDH pleural, s'il est supérieur à 0,66 de la normale, par rapport au sérum, je parle d'oxydat. On est d'accord? Donc, on appelle tout ça, on appelle ça les critères de Light, comme lumière, c'est ça, Light. Donc, en général, pour la majorité des malades, les 30 grammes suffisent, parce que je pense que le malade, il n'a pas de problème de son protétogramme, il n'a pas d'autre pathologie qui peut
qui peut donner une hypoprotéidémie, un déficit en protéines sériques. Et donc, je prends ce chiffre. C'est plus simple de faire ça. Pour certains malades, surtout un malade d'insuffisance rénale ou bien d'inutrie, oui, où je pense qu'il y a un déficit en protéines, ce chiffre ne devient plus valable. D'accord. Donc, je prends le rapport. Et le rapport, on l'appelle les critères de Light. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service? Quand il y a un doute, pour certains malades, on fait ça. Ce n'est pas tous les malades qui ont un taux normal de protéines totaux dans le sang, c'est-à-dire 60 grammes par litre. Il y a certains malades qui ont moins. Et les moins, donc, ça, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est quoi le principe? Il faut que le protéine dans la plèvre soit au moins 50% des protéines à l'intérieur du sérum. 50%, c'est ça. On est d'accord, c'est bon. Donc, selon M. Light, un oxydant remplit au moins une des conditions, des critères. On n'a pas besoin des 3 critères. Hein. On est d'accord. En général, on fait ça. On fait le premier critère, on le fait. On reste toujours protéine. Hein. Tandis qu'un transudant n'en remplit aucune des conditions. Il constitue une aide précieuse pour l'orientation et la confirmation de l'étiologie de l'épanchement, mais en général, quand il y a un doute. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait auparavant? On fait une ponction pleurale, on prend le liquide dans un flacon, on met de l'acide citrique à l'intérieur. Quand il y a une fumée qui sort, on parle de Rivalta positif. Vous avez entendu parler de la réaction de Rivalta. Rivalta positif, Rivalta négatif. Le Rivalta, c'est quoi? C'est liquide pleural, acide citrique, il y a de la fumée. Je ne sais pas la fumée hadique. La fumée, il y a beaucoup de protéines à l'intérieur de. Mais là, c'est délicé, c'est complètement délicé. Là, on peut faire des dosages de protéines dans le liquide pleural et dans le sang. Donc, ce n'est pas la peine de parler de Rivalta. Le Rivalta, actuellement, c'est quelque chose de révolu, on est d'accord. On parle de biochimie du liquide pleural. Et quand il y a un doute, on parle des critères de Light, c'est-à-dire les rapports. Ça permet de faire la différence entre oxydant et transudant. Les autres dosages biochimiques qu'on peut faire, c'est en cas de pancréatite, la mélasémie, elle est intéressante, je peux la faire. On peut doser n'importe quoi dans le liquide pleural comme dans le sang, on est d'accord. Hein. Donc, en cas de suspicion d'une origine pancréatique de cet épanchement, je l'ai dit tout à l'heure, par atteinte sous-diaphragmatique, donc on peut faire une lipasémie ou bien une amélasémie à l'intérieur du liquide pleural. Quand elle est élevée, on parle qu'elle est secondaire et pancréatique. En cas de chylothorax, vous vous rappelez de ça, le chylothorax ou bien le chylothorax, hein, ou bien le liquide d'origine lymphatique intrapleurale, on peut doser quand il y a un doute les triglycérides et le cholestérol. D'accord. La glycopleurie, je peux l'utiliser en cas de tuberculose ou bien de PIL, mais elle est non spécifique. L'acide hyaluronique, c'est un acide qui est sécrété par une tumeur qui est le mésothélium. Donc, les cellules mésothéliales, ils peuvent sécréter l'acide hyaluronique, ça oriente vers l'origine tumorale mésothélium, mais aussi non spécifique. On peut faire un bilan immunologique dans l'épanchement pleural en cas de suspicion de dépanchement d'origine maladie du système. L'exemple typique, c'est le lupus. Mais il y a assez de critères cliniques et biologiques qui vont, qui vont exclure ce critère à l'intérieur de l'épanchement pleural. Donc, ça reste inutile. Donc, quels sont les examens biochimiques intéressants? C'est dire et en cas de chylothorax, triglycérides et cholestérol. D'accord. La cytologie maintenant, deuxième critère. On a parlé de la macroscopie, on a parlé de la biochimie et la cytologie. On peut avoir les éléments figurés du sang. Une pleurésie à prédominance de polynucléaires neutrophiles, surtout s'ils sont altérés, permet de retenir l'origine bactérienne. La définition du PU, la définition cytologique du PU, c'est des polynucléaires altérés. Quand ils dépassent un certain pourcentage, en général 60%, on parle de l'origine bactérienne. Donc on peut même dire pleurésie purulente mais décapitée parce qu'il reste un liquide clair. Hein. Quand il y a franchement du PU franc dans la cavité pleurale, on n'a pas besoin de faire la cytologie ni la biochimie. Vous êtes d'accord? Macroscopiquement, c'est une pleurésie purulente. Mais quand elle est louche, il y a un doute, là, on complète par la biochimie pour dire qu'elle est oxydative et on complète par une cytologie à la recherche de polynucléaires altérés. Quand il y a des polynucléaires non altérés, donc on dit prédominance de polynucléaires non altérés, elle peut être aussi bactérienne ou bien non bactérienne. Même les tumorales, ça peut donner une polynucléaire non altérée. Hein. Mais les altérés, polynucléaires altérés, on parle de l'origine bactérienne. Même pas tuberculeuse, on parle de l'origine bactérienne non spécifique, hein, non tuberculeuse. Pleurésie lymphocytaire, on vous a parlé de ça, quand elle dépasse les 80%, on parle de prédominance lymphocytaire, et c'est classique dans les pleurésies tuberculeuses. Ça ne permet pas de retenir, mais on peut l'associer à d'autres critères, ce qu'on appelle les critères de présomption, pour retenir un diagnostic quand il n'y a pas de confirmation. Pleurésie eosinophile,
Après ponction, on peut avoir un taux élevé d'éosinophile après la ponction, et on peut avoir ça dans les pleurésies médicamenteuses, les pleurésies parasitaires, les pleurésies de maladies de système. Quand est-ce qu'on parle de pleurésie éosinophile? Quand elle dépasse les 10% d'éosinophile. D'accord. Là, c'est un petit peu spécialité. Donc, c'est pas la peine on n'est pas obligé de retenir tout ça. On a aussi la cytologie panachée. C'est quoi panachée? C'est comme les glaces. Quand il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire il y a tous les éléments, mais sans prédominance. Là, on a le droit de parler de cytologie panachée. C'est une cytologie mixte ou bien panachée. Dans la cytologie aussi, hormis les éléments figurés du sang, on cherche les cellules malignes en anapathe. Donc, la mise en évidence des cellules tumorales à l'examen cytologique peut orienter vers une diagnostic de pleurésie néoplasique. Ça permet d'orienter vers, de retenir l'origine néoplasique. Mais on ne peut pas traiter sur une cytologie. On n'a pas le droit de faire une chimiothérapie sur une cytologie. Même s'il y a une cytologie positive pour des cellules tumorales, il faut compléter par une biopsie, bien par des biopsies, on est d'accord. Pour avoir le type histologique, la confirmation et pour permettre un traitement. Il y a qu'est-ce qu'on appelle le cytobloc du liquide pleural. Suspicion de néoplasie, en cas de suspicion de néoplasie, c'est quoi un cytobloc? Au lieu de faire un petit tube de... Parce que là, c'est quoi finalement la biochimie, la cytologie, la cytobactério? C'est des petits tubes de quelques cc, on n'a pas besoin de grandes quantités. Parfois, on a envie de faire un diagnostic de néoplasie dans la plèvre. On peut enlever tout le liquide, la majorité du liquide, des centaines de cc. On va les acheminer en laboratoire d'anapathe, ils vont les centrifuger pour avoir un culot cellulaire. Un culot, c'est-à-dire que le liquide, il va être en haut, et tout ce qui est matériel lourd, les cellules, ils vont se démonter vers le bas. Le technicien, il va prendre ce kilo, il va le rendre sous forme d'une biopsie, ce qu'on appelle un cytobloc pleural, bloc. Un bloc des cellules pleurales. Et c'est très intéressant actuellement en matière de néoplasie. Hein. C'est plus sensible parfois que la biopsie pleurale, parce que la biopsie pleurale en matière de néoplasie, elle donne le diagnostic dans la moitié des cas, 50% des cas, alors que le cytobloc, il peut aller jusqu'à 70% des cas, on est d'accord. Donc on a la cytologie en matière de pleurésie d'origine néoplasique, on a la cytologie qu'on peut répéter, on a la biopsie pleurale et on a le cytobloc pleural, qui est très intéressant aussi. C'est comme si on avait fait une biopsie, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'en matière de pathologie tumorale, les cellules tumorales tombent des deux plèvres, elles disquament et elles tombent au niveau de la cavité pleurale. Donc je peux le retrouver facilement dans le liquide pleural, surtout s'il est centrifugé, s'il est concentré. L'étude microbiologique du liquide pleural, surtout bactériologique. Hein. Donc l'examen direct permet d'orienter le diagnostic des pleurésies purulentes. Déjà, pleurésie purulente, je peux l'avoir d'emblée en macroscopie de visu. Mais si elle est louche, s'il y a un doute, si elle est à liquide clair exudatif, je dois compléter par quoi? Par à la recherche de germes banals dans la plèvre, la recherche de bactéries dans le liquide pleural. J'achemine le prélèvement en microbiologie. À l'examen direct, quand c'est possible, et à la culture. La culture, elle ne tarde pas en général, c'est maximum 3 jours. On est d'accord. Contrairement à la culture de la tuberculose, bacille de Koch, on a jusqu'à 4 semaines. 4 semaines, 42 jours, 5 semaines, on est d'accord. Mais là, c'est 3 jours, on a un germe, c'est un germe, on est d'accord. Le seul problème, c'est quand elle est décapitée par une antibiothérapie préalable, on ne trouve pas de germe, malgré qu'elle reste bactérienne. Et là, on parle de pleurésie décapitée, pleurésie bactérienne décapitée par les antibiotiques. Si j'ai un doute sur la tuberculose maintenant, je dois aussi acheminer quelques cc de liquide pour l'examen direct à la recherche de bacilles de Koch dans le liquide pleural, qui revient en général négatif, mais à la culture, elle peut revenir dans 20% à 40% positif. Une recherche de mycobactéries aussi, elle est également systématique, ce que je viens de dire maintenant. C'est bon. Je peux rechercher aussi quelques parasites et quelques mycoses. Quand j'ai un doute sur une amibiase, par exemple, une autre parasitose, j'ai le droit de faire une recherche mycoparasitologique dans le liquide pleural. Autre examen complémentaire. Donc là, j'ai une ponction pleurale. Ça m'a permis de voir l'aspect du liquide, d'avoir une biochimie. J'élimine tout ce qui est transudatif pour envoyer à la spécialité concernée. J'ai une cytologie, j'ai une microbiologie. On est d'accord. Une cytologie pour les éléments figurés. Jusqu'à maintenant, j'ai une bonne orientation. J'ai une clinique et j'ai une ponction pleurale. Hein. Maintenant, il reste d'autres examens qu'on peut faire en matière de dépenchement pleural. Il y a la biopsie pleurale à l'aveugle. Pourquoi à l'aveugle? Je ne vois pas qu'est-ce que je biopsie quand je parle de biopsie pleurale qu'on fait dans nos services. Hein. J'ai fait une petite incision au niveau en postérieur, là où j'ai fait la ponction tout à l'heure, en postérieur.
J'introduis une pince, une aiguille de biopsie qu'on appelle l'aiguille d'Abraham ou bien de Castellar. Ça, c'est des appellations. C'est les gens qui ont inventé les médecins qui ont inventé ces aiguilles. Hein. Ça peut être par guillotinage ou bien euh, ça dépend de la technique en général, soit par frottement, par grattage ou bien par guillotinage. Comment je ramène le liquide de la plèvre pariétale. Là, je touche la plèvre pariétale. Hein. Quand je rentre, je peux tomber sur la partie malade de la plèvre ou bien non. On est d'accord. Puisque la tuberculose pleurale, elle est diffuse, l'atteinte, elle intéresse toute la plèvre, sur toute sa hauteur, elle est diffuse. Donc, dans 70% des cas, j'ai une lésion histologique qui évoque une tuberculose. Entre autres, un granulome, un follicule tuberculoïde ou bien casio-folliculaire, dans l'éducation. Mais dans la pleurésie tumorale, qui sont les deux pleurésies les plus fréquentes pratiquement, pleurale et tuberculeuse, dans la pleurésie tumorale, l'atteinte, elle est nodulaire, donc elle n'est pas diffuse. Donc, pour tomber sur le nodule malin, j'ai une chance sur deux. Donc, la rentabilité de la biopsie plurale en matière, quand elle est à l'aveugle, en matière de pleurésie tumorale, c'est la moitié des cas, 50% des cas. C'est pour cela que, tout à l'heure, je vous ai dit que l'intérêt de la cytologie de cytobloc pleural, on est d'accord. Il y a un autre moyen qui est plus intéressant, la thoracoscopie ou bien la pleuroscopie. C'est quoi cette technique? Vous avez vu comment on fait un drain pleural, c'est la même chose. Donc, je fais une incision, c'est comme si je vais mettre un drain pleural, j'insuffle de l'air, je fais rentrer un pleuroscope qui met le fibroscope, hein, la fibrobronchique ou la fibro-digestif. Et j'arrive à voir de visu la plèvre. Donc, je vois l'aspect macroscopique de la plèvre et je peux faire des biopsies de visu. Cette technique me permet d'avoir un diagnostic dans 95% des cas, pour toutes les pathologies. Hein, parce que c'est des biopsies de visu. De 95 voire à 100% des cas, je peux avoir un diagnostic. Comment dirais, ça a supplanté la biopsie pleurale à l'aveugle et c'est vrai qu'elle n'est pas disponible partout. C'est un examen qui est plus difficile que la biopsie pleurale, qu'on peut faire partout dans les services de pneumologie, mais ça permet d'avoir un diagnostic dans la majorité des cas et de voir l'aspect de la plèvre de visu. Je vois, c'est pas à l'aveugle. Hein. On l'appelle la thoracoscopie ou bien la pleuroscopie. La fibroscopie bronchique, est-ce qu'elle est indiquée maintenant? Pas obligatoirement en matière de plèvre, mais si je pense à une étiologie tumorale par exemple, à une étude tumorale, je peux faire une fibroscopie bronchique à la recherche d'un cancer du poumon. C'est ça l'intérêt pratiquement. Je reviens à la thoracoscopie ou bien à la pleuroscopie. Ça permet d'avoir un diagnostic et ça permet de traiter l'épanchement pleural. Un épanchement pleural d'origine maligne, par exemple, c'est quoi son problème? Il récidive fréquemment. Et la qualité de vie du malade, elle est conditionnée par les symptômes dus à l'épanchement métastatique. Le pauvre, chaque fois, il revient aux urgences pour faire des ponctions itératives, des ponctions évacuatrices. Et ça altère la qualité de vie et ça donne beaucoup de symptômes. Parmi les traitements qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on appelle la symphyse pleurale? C'est quoi la symphyse pleurale? Puisque l'épanchement est au niveau de l'espace pleural, je ferme les deux feuillets pleuraux, je les ferme par abrasion, je crée une inflammation à l'intérieur, ou bien un frottement, ou bien j'injecte un produit qui donne une inflammation des feuillets pleuraux. Et c'est quoi la résultante? C'est coller les deux feuillets pleuraux. Quand je colle les deux plèvres pariétales et viscérales, il n'y aura plus d'espace pleural, il n'y aura plus d'épanchement pleural. On parle de symphyse pleurale, symphyser la plèvre, on est d'accord. Donc la thoracoscopie elle a un intérêt diagnostique et un intérêt thérapeutique. Je vois s'il y a des questions, apparemment il n'y a pas beaucoup de questions. Je converse. Donc, oui, c'est quoi ce son? Microphone, profil, il n'y a pas de souris, hein. D'accord, c'est vrai, j'arrive pas à me concentrer, pareil. Okay. Donc il n'y a pas de questions, apparemment, il n'y a que les gens qui n'arrivent pas à écouter. Donc il n'y a pas de souris, il n'y a pas de microphone, il n'y a rien. Donc, donc je passe. Les gens qui arrivent à entendre, il n'y a pas de problème, on passe. Voilà. Donc je commence par la biopsie pleurale. Quand est-ce qu'il faut biopsie? Quand le liquide est oxydatif, clair ou hématique, quand une origine tuberculeuse tumorale est suspectée. Je n'ai pas le droit de biopsier un liquide transidatif, je n'ai pas le droit de biopsier une pleurésie purulente, parapneumonique bactérienne ou virale, je n'ai pas le droit de biopsier quand je pense à une embolie ou bien une origine systémique ou cardiovasculaire. Je n'ai pas le droit de biopsier quand il y a un chylothorax. En cas de chylothorax, épanchement lymphatique, il faut éliminer une cause traumatique, hein, traumatisme du canal, la section du canal thoracique, canal lymphatique, ou bien une obstruction du canal lymphatique. On est d'accord.
Donc là, les indications de la biopsie, c'est quoi finalement? C'est un liquide clair, en général, exsudatif, ou bien hématique, surhématique, quand j'élimine un hémothorax, et quand il y a une origine tuberculeuse ou bien tumorale est suspectée. Donc, c'est quoi les deux grandes indications de la biopsie pleurale? C'est la tuberculose et le cancer, et la tumeur, l'origine tumorale de l'épanchement. D'accord. Donc, quand je fais une biopsie, j'ai un résultat, j'envoie les fragments. Comment ça se passe en général? En matière de tuberculose, si je pense à une tuberculose, je n'ai pas éliminé une tuberculose, j'envoie 3 fragments pour l'étude anatomopathologique chez l'anapathe, et j'envoie un fragment pour la mise en culture à la recherche de bacilles de Koch. Quand on parle de l'origine tumorale, tous les fragments, je les envoie en anapathe. On est d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il va me répondre l'anapathe? Il peut me dire, c'est un tissu pleural normal. Il peut me dire, il y a une inflammation non spécifique, surtout si j'ai biopsie, une infection non spécifique, bactérienne non spécifique, abusivement. Il peut me dire, en matière de tuberculose, c'est un follicule tuberculeux ou bien tuberculoïde. Quand on parle de tuberculose, c'est-à-dire qu'il y a de la nécrose casieuse. Et tuberculoïde, il n'y a pas de. C'est un follicule tuberculeux sans nécrose casieuse. On est d'accord, le graninome tuberculoïde. Il peut me dire que c'est un tissu tumoral. Il va me dire localisation pleurale d'un adénocarcinome, d'un carcinome épidermoïde. Et pour connaître l'origine, on complète par l'immunohistochimie. C'est quoi l'immunohistochimie? Il va mettre des marqueurs dans le tissu tumoral pour dire est-ce que ce tissu tumoral il appartient au poumon, à la thyroïde, à la glande mammaire, à la prostate, etc. Donc je peux avoir actuellement, on n'en a pas une orientation de l'origine, au moins une à quelques cancers. S'il parle d'adénocarcinome par exemple, il faut explorer tous les organes qui peuvent donner un adénocarcinome, c'est énorme. Mais avec l'immunohistochimie, il peut me dire TTF1 positif par exemple. Et le TTF1 positif, il peut me dire que cette tumeur, elle exprime le TTF1 et je sais que le TTF1, je le trouve dans la thyroïde et le poumon. Donc si j'ai à éliminer la thyroïde, c'est facile de le faire et je retiens le poumon. Il peut me dire PSA positif, le marqueur PSA, et le PSA, pratiquement, c'est comment on appelle ça? C'est la prostate. Il peut me dire cytokératine 7 positif, j'élimine le côlon et je retiens l'estomac, etc. C'est ce qu'on appelle l'immunohistochimie. Mais qu'est-ce qu'il va me dire l'impact? Localisation pleurale de tel carcinome. Il ne va pas me dire maladie tumorale primitive de la plèvre, sauf s'il s'agit d'un mésothéliome. Parce que la seule tumeur primitive de la plèvre, c'est-à-dire qui est connue, c'est mésothéliome pleural, mésothéliome malin. D'accord. La pleuroscopie, j'ai parlé tout à l'heure de la pleuroscopie, c'est des biopsies de visu. Elle est réalisée en milieu spécialisé. Et pourquoi elle est intéressante? Le rendement il est très élevé. La biopsie de visu en matière de tuberculose, c'est 70% des cas, j'ai un diagnostic positif quand elle est bien faite. En matière de cancer, c'est 50% des cas. Mais j'augmente ce rendement, je l'augmente nettement, ce rendement, avec la pleuroscopie. J'aurai 95% des cas de diagnostic positif, c'est pas rien. Donc s'il s'agit d'une tuberculose, dans 95% des cas, j'ai un diagnostic. S'il s'agit de tumeur, dans 95% des cas, j'ai un diagnostic. Il reste 5 à 10% des cas, qu'est-ce qu'on appelle les pleurésies idiopathiques. Là où je ne retrouve pas, je n'ai pas un diagnostic précis, on est d'accord, ça existe. Hein. C'est rare, mais ça existe. Donc la pleuroscopie elle a un intérêt thérapeutique, elle peut permettre une symphyse pleurale, qu'est-ce qu'on appelle aussi la pleurodèse. Dèse, c'est fermé. Hein. La fibroscopie bronchique, c'est suspicion de l'origine tumorale pulmonaire primitive. Donc les étiologies maintenant, épanchement, selon l'aspect du liquide, on va essayer de voir les étiologies selon l'aspect du liquide. Hein. Je commence par l'épanchement, l'aspect le plus fréquent, c'est l'épanchement à liquide clair, l'épanchement pleural à liquide clair. Le gencitrain. Qu'est-ce qu'on appelle l'hydrothorax ou bien la pleurésie sérofibreuse. Quand est-ce qu'on a le droit de parler de pleurésie? Quand le liquide il est exsudatif. S'il est transsudatif, il est mécanique. Donc, ça ne rentre pas dans ces étiologies. Alors, je parle de l'origine exsudative de l'épanchement. 70% des cas, j'ai dit tout à l'heure. Pleurésie hémorragique, 15% des cas avec l'hémothorax. Une pleurésie purulente, 10% des cas, je peux trouver une pleurésie purulente. Il y a le chéléthorax et tout. Pourquoi les pleurésies purulentes, ils ont diminué? Avant, ils étaient plus fréquents que ça. Pourquoi ils ont diminué? Parce qu'actuellement, on utilise fréquemment les antibiotiques. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire les antibiotiques? Ils vont décapiter une pleurésie. Au lieu qu'elle va évoluer vers la purulence, elle va rester claire. Donc, on parle de pleurésie décapitée. Deux grandes
Deux grands cadres bien entités en matière d'épanchement pleural à liquide clair, c'est l'exudat, qu'est-ce qu'on appelle la pleurésie, deux causes principales, infection, cancer, et l'infection, elle peut être bactérienne non spécifique ou bien tuberculose, et le cancer. Donc là, c'est très fréquent. Et les deux indications, les deux maladies, c'est les indications des biopsies pleurales, hein. Le transsudat, il y a une cause principale, l'insuffisance cardiaque gauche. Je peux avoir aussi une insuffisance rénale. Je peux avoir une insuffisance hépatique avec diminution de la sécrétion de l'albumine, diminution de la pression oncotique, parce que l'albumine, elle est synthétisée par le foie. Quand il y a une insuffisance hépatique, quelle que soit la pathologie, il y a une diminution de l'albumine, donc il y a une diminution de la pression oncotique, il y aura passage des liquides vers l'espace pleural, on est d'accord, des œdèmes, etc., et acides. Mais la cause la principale des épanchements transsudatifs mécaniques, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment au niveau des urgences, hein. Ce n'est pas l'indication d'une biopsie et d'une ponction évacuatrice, je l'ai dit tout à l'heure. À la limite, il y a une biochimie quand il y a un doute. Les transudats, rapidement, ça peut être cardiaque, ça peut être hépatique, ça peut être rénal, ça peut être une dialyse péritonéale, ça peut être des urines au niveau du péritoine par obstacle qui passe par les puits de Ranvier dans la cavité pleurale, qu'est-ce qu'on appelle l'urinothorax. On va retrouver des urines dans la cavité pleurale, hein. Donc c'est quoi? C'est l'obstruction des voies urinaires. Donc il y aura passage des urines dans la cavité péritonéale, ensuite dans la cavité pleurale par les puits de Ranvier. La télectasie, elle peut donner un épanchement qu'on appelle réactionnel transsudatif. L'épitouridie, elle peut donner un épanchement, ce qu'on appelle le myxœdème, on est d'accord. J'ai donné un algorithme pour l'épanchement d'origine cardiaque parce que c'est très fréquent. L'origine de cet épanchement en général, c'est l'insuffisance ventriculaire gauche, hein. Donc quand il est unilatéral, je peux retrouver un unilatéral dans 20% des cas, parce qu'en général, l'origine mécanique, c'est bilatéral, d'accord. Mais rarement, je peux retrouver un unilatéral. Donc, ponction exploratrice parce qu'il y a un doute. Là, je vais retrouver une biochimie transsudative. Quand il est bilatéral, dans 80% des cas, c'est le cas, avant de ponctionner, quand le contexte est cardiaque, je fais un test diurétique. C'est quoi le test? Je lance du Lasix, du furosémide, qui est un diurétique. Et ça va me permettre de faire disparaître le liquide en quelques jours maximum, hein. Mais quand le liquide persiste après 62 heures sur une bonne dose de diurétique, là j'ai un doute encore, parce que l'origine mécanique, l'épanchement d'origine mécanique, en général, il disparaît sous diurétique. Là, je fais la ponction, on est d'accord. Mais d'emblée, c'est pas la peine de ponctionner quand le contexte il est en faveur de l'origine cardiaque. Pleurésie à liquide clair. Maintenant, je parle des pleurésies exudatives. La pleurésie infectieuse, parapneumonique, c'est la pleurésie parapneumonique. Je vais pas regarder qu'il y a deux types de pleurésie bactérienne, hein. Il y a les pleurésies parapneumoniques, c'est quand la plèvre elle est malade, c'est-à-dire il y a une extension de l'infection pulmonaire pneumonique vers la plèvre viscérale, elle devient malade, inflammatoire, par une infection, il y aura dilatation du vaisseau, c'est ça, la perméabilité vasculaire elle augmente, il y aura passage des protéines et du germe, on est d'accord, à l'intérieur de la cavité pleurale. On parle de parapneumonique. Mais quand il y a un épanchement pleural réactionnel à une pneumonie, sans qu'il y ait infection de la plèvre, on parle d'épanchement métapneumonique. D'accord. Donc les pleurésies parapneumoniques, c'est ce qu'on appelle les pleuropneumopathies bactériennes. Donc au lieu de dire pneumopathie infectieuse, comme la pneumonie, alvéolaire, etc., on parle de pleuropneumopathie infectieuse, ou bien bactérienne. D'accord. Une atteinte virale, ça peut donner une pleurésie. En cas de grippe, on peut avoir une pleurésie bilatérale au niveau des bilatérale de petite abondance, qui va disparaître spontanément après guérison de la virose, hein. Donc les viroses, ils peuvent donner, mais en général, elles sont de petite abondance. Ils ne sont pas de moyenne ou bien de grande abondance. On est d'accord. Une pleurésie de grande abondance, il ne faut pas penser aux viroses, il faut penser à autre chose. On peut avoir aussi des pleurésies tuberculeuses, bien sûr. C'est une pathologie fréquente. Qu'est-ce qu'on a dit? Exudatif, après des monocytes-lymphocytaires, ces insuffisants qui présentent des signes généraux et des signes respiratoires chroniques, hein. Bien sûr, là, il faut faire quoi? Une biopsie pleurale à la recherche d'un follicule tuberculoïde ou bien d'un follicule tuberculeux. Sinon, c'est négatif, la biopsie est négative, on réunit les arguments de présomption, hein, donc l'IDR positif, la lymphocytose pleurale pour permettre un traitement. D'accord. Les autres pleurésies infectieuses, il y a les infections fongiques parasitaires, c'est rare, hein. Je peux donner l'exemple de l'amibiase. On peut avoir un abcès hépatique amibien qui va s'étendre vers la plèvre, hein. On peut avoir une candidose chez les immunodéprimés au niveau du parenchyme pulmonaire qui peut donner une pleurésie associée.
Mais là, on peut avoir une infection fongique, aspergillose, qui peut donner une extension vers la plèvre. Mais là, c'est rare, hein. C'est pas fréquent. Les plus fréquents, c'est celle-là, parapneumonique, tuberculeuse, ensuite il y a pleurésie à liquide clair toujours, pleurésie cancéreuse. Regarde, tout à l'heure, j'avais dit quoi? L'origine infectieuse, tuberculeuse et l'origine cancéreuse, c'est les indications habituelles des biopsies pleurales. Donc, qu'est-ce que je rajoute les infections comme premier? Je rajoute les infectieuses non tuberculeuses. Donc, quelles sont par ordre de fréquence? Les infectieuses non tuberculeuses, les infectieuses tuberculeuses et l'origine cancéreuse, tumorale, on est d'accord. Donc, idem, pleurésie néoplasique, hémorragique ou à liquide clair. Donc, je peux avoir une pleurésie tumorale cancéreuse qui est à liquide clair, ça n'élimine pas, mais je peux avoir aussi hémorragique. Si elle est hémorragique, ça renforce un petit peu l'origine tumorale. Si elle est à liquide clair, j'en sais trace, ça n'élimine pas l'origine tumorale. Donc, il faut faire examiner le patient et faire des biopsies. La clinique pour les pleurésies tumorales, regardez, pour les pleurésies tuberculeuses, en général, l'âge il est jeune, hein. Parmi les arguments de présomption pour obtenir le diagnostic de pleurésie tuberculeuse, c'est que la personne soit jeune. Chaque fois que la personne elle prend de l'âge, on pense plutôt aux tumeurs. Pourquoi après l'âge de 40 ans, on commence à parler de tumorale? Parce qu'il y a tellement de vieillissement des cellules et de mutations qu'on peut avoir plus de cancers que des infections. Un insuligène qui a un panel cellulaire normal, hein, il n'est pas encore sujet à des mutations, etc. On commence à avoir des pathologies infectieuses, on est d'accord. Donc, si l'âge est supérieur à 40 ans, je pense plutôt à l'origine tumorale. C'est une pleurésie qui est douloureuse, qui est récidivante, contrairement aux pleurésies infectieuses, elles sont moins douloureuses et elles ne sont pas récidivantes. Quand je ponctionne, en général, ça règle le problème, hein. L'exploration de la plèvre, ponction pleurale, pleurésie sérohématique, recherche de cellules cancéreuses dans le liquide pleural, biopsie pleurale à l'aveugle, voire thoracoscopie. Je peux avoir quoi? Une métastase pleurale d'un cancer à distance ou locorégional, carcinome bronchique par exemple, donc carcinome extrathoracique ou bien d'autres tumeurs. Je peux avoir une tumeur primitive de la plèvre qu'on appelle le mésothéliome pleural mala, qui est due à l'exposition à l'amiante, dans 80% des cas. Et le diagnostic en général n'est pas fait ni à la cytologie ni à la biopsie à l'aveugle. En général, le diagnostic de mésothéliome pleural, il est fait à la pleuroscopie. Il faut avoir de gros fragments pour permettre à l'anapathe de faire des études immunohistochimiques pour obtenir ce diagnostic. Pour les autres cancers, il n'y a pas de problème pour la biopsie à l'aveugle, mais pour le mésothéliome, en général, c'est la biopsie sous pleuroscopie, qui va permettre quoi aussi la pleuroscopie? De faire la synthèse pleurale. Donc, la pleuroscopie en matière de pleurésie cancéreuse, elle a deux indications. Elle a une indication pour faire un diagnostic étiologique, confirmer le diagnostic de tumoral, et en même temps pour permettre un traitement, fermer la plèvre pour qu'il n'y ait plus apparition d'un épanchement pleural qui altère la qualité de vie du malade. Les pleurésies à liquide clair, autre cause que infectieuses et tumorales, qui sont les plus fréquentes, hein. Je peux avoir des causes cardiovasculaires, mais ça reste exudatif. En cas d'embolie pulmonaire, on peut avoir un petit épanchement hémorragique, qui n'est pas de grande abondance. En cas de pontage coronarien, en cas de syndrome post-agression cardiaque, je peux agresser le cœur et avoir une réaction pleurale, péricardique et pleurale, et avoir un épanchement exudatif de petite abondance. Je peux avoir dans certaines maladies de système, ils sont cités là, je peux avoir des épanchements pleuraux. L'exemple type, c'est le lupus érythémateux. L'épanchement pleural et péricardique, il fait partie des critères diagnostiques cliniques, hein. La sarcoïdose, on peut avoir un épanchement, c'est rare. Le problème de la sarcoïdose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire là? On n'a pas de granulome tuberculoïde. Donc ça ressemble un petit peu au granulome de la tuberculose quand il n'y a pas de nécrose caseuse. Mais le contexte, les images radiologiques pulmonaires, regardez, la sarcoïdose, elle fait toujours un diagnostic différentiel avec la tuberculose, la sarcoïdose. Les deux, c'est des granulomateuses, hein. Mais quand l'IDR est négatif, quand le contexte est en faveur de la sarcoïdose, il faut retenir le diagnostic de la sarcoïdose, hein. C'est rare l'épanchement pleural en matière de sarcoïdose. Les pleurésies iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses, il y a plusieurs médicaments qui donnent des pleurésies. Je donne l'exemple de l'amiodarone, par exemple. Ça donne des pleurésies. La liste, elle reste ouverte, hein. Mais ça reste un diagnostic d'élimination, attention. Je n'ai pas le droit de retenir l'origine médicamenteuse iatrogène qu'après avoir éliminé les autres étiologies. La radiothérapie, quand je fais une radiothérapie dans le thorax pour un cancer du poumon ou bien un cancer du sein, je peux avoir une réaction pleurale, inflammatoire et apparition d'un épanchement post-radiothérapie. Les autres causes, il y a des causes sous-diaphragmatiques. Je peux avoir quoi? Une pancréatite, une pleurésie urémique, l'urénothorax. Le syndrome de Meix, c'est quoi le syndrome de Diamond-Meix? C'est une volumineuse tumeur ovarienne
avec acide, avec épanchement pleural. On appelle le syndrome de Metz. Donc, c'est des causes sous-diaphragmatiques. On les appelle les causes sous-diaphragmatiques. Après exploration complète, pleuroscopie faite, 5 à 10% des pleurésies restent sans cause. Ça existe. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Il y a biopsie à l'aveugle, elle donne un diagnostic de 50% pour les tumeurs et 70% pour la tuberculose. Il n'y a pas d'autre indication. Et la pleuroscopie, elle remonte la rentabilité jusqu'à 95%. Mais regardez, il y a 5% des cas où je peux ne pas avoir un diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces pleurésies? Ils peuvent évoluer vers deux choses, soit une tuberculose, soit une néoplasie. Ce qui veut dire qu'il faut les surveiller. Dans les 2 ans qui suivent le diagnostic, ces pleurésies qu'on appelle idiopathiques, il peut évoluer vers d'autres pathologies, entre autres tumorales ou tuberculose. Donc, il y a une abstention thérapeutique, mais une surveillance stricte de ces malades. Exudat, étiologie, là ça synthétise un petit peu, la même chose, c'est pas la peine de revenir vers ça. Étiologie, pleurésie purulente maintenant. J'avais dit que je peux avoir une pleurésie à liquide clair, transida, exudat, on vient d'en parler. Deuxième aspect macroscopique, c'est la pleurésie purulente. C'est quoi la définition de la pleurésie purulente? C'est bien ompien pleural, il s'appelle. Ompien veut dire purulent. Il est défini par la présence dans l'espace pleural d'un liquide purulent, franchement purulent, ça devient pas difficile, épais, parfois fétide ou puriforme. Fétide, c'est-à-dire il sent. Il y a une mauvaise odeur. Puriforme, ça ressemble un petit peu à du pu, et ça tend vers le chylothorax. Ça tend vers le chylothorax, ce qu'on appelle une pleurésie ancienne. Contenant une majorité de polynucléaires neutrophiles altérés qui définit le pu, l'incidence globale des pleurésies infectieuses est en augmentation, bien sûr. Leur principale étiologie est parapneumonique. Donc, je peux avoir une pneumonie avec extension intrapleurale, parce que la pneumonie, elle touche le parenchyme cortical, c'est-à-dire ce pleural, ça peut toucher la plaque viscérale et ça peut étendre le germe vers la cavité pleurale. Ça donne un épanchement pleural qu'on appelle parapneumonique. Et bien sûr, le tout, on appelle quoi? Pleuropneumopathie infectieuse. Quand il y a une odeur nauséabonde, ils sont beaucoup, on pense aux anaérobies. Hein, on est d'accord. La biochimie n'est pas nécessaire en matière de pleurésie purulente quand c'est franchement purulent, sauf si c'est un liquide clair polynucléaire altéré. L'oxydat, on n'a pas besoin de rechercher l'oxydat. La glucopleurée, elle est abaissée parce que le glucose il est consommé par les bactéries. Parfois indosable. Le glucose plèvre inférieur à 0,5, là, c'est pas la peine de j'en passe. On a besoin juste de voir l'aspect du liquide et de rechercher à la cytologie les polynucléaires altérés. L'étude cytobactériologique, il y a des polynucléaires neutrophiles altérés en grande abondance qui dépassent parfois les 60%. L'étude bactériologique, elle est obligatoire à la recherche de germes, à l'examen direct et à la culture. Il y a un petit pourcentage de cas où l'étiologie de la pleurésie purulente a peut-être donc on a le droit de faire la recherche du BK systématique. On est obligé parfois de rechercher le BK à l'intérieur du pus. D'accord. Parmi les paramètres qu'il faut rechercher, c'est dans la bactériologie, la recherche de bacilles de Koch. Bien sûr, quand on vous donne le germe, on va vous donner un antibiogramme. On a le droit de traiter des débat selon le tableau radioclinique, un traitement antibiotique probabiliste. Ensuite, on corrige avec l'antibiogramme. Donc, toujours pleurésie purulente, la clinique elle peut être aiguë avec un syndrome infectieux, fièvre à 39-40, frisson, altération d'état général, douleur thoracique de type pleural. On peut avoir un début subit du bras chronique CGAG, avec altération d'état général, mais sans signe d'appel important. Hein. Donc, devant toute altération d'état général chez un sujet âgé, il faut rechercher une cause infectieuse, entre autres intrathoracique. On est d'accord. Avec ou sans fièvre, les tableaux l'enfant et le sujet âgé en général, ils sont atypiques. Hein. Le tableau typique en général, c'est l'adulte. L'adulte jeune, on peut avoir un tableau typique, ce qu'on avait décrit tout à l'heure, mais c'est des tableaux atypiques pour le sujet âgé. Donc pensez à ça. Le terrain, on peut avoir, qui sont qui font des pleurésies purulentes, c'est les alcooliques, les dinitris, les sujets âgés, les gens qui font des fausses routes, les gens qui ont une épilepsie ou bien qui sont dans le coma par exemple, les gens qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, et les post-opérés du thorax par infection nosocomiale. Les germes, bien sûr, c'est des bactéries d'origine buccale, aérobie ou anaérobie. Il faut les connaître, c'est le streptocoque, le bacille gram négatif,
les staphylocoques qui est un cocci gram-positif, les anaérobies. C'est-à-dire, c'est les germes des voies digestives, hein, finalement. Plus rarement la tuberculose, donc il faut faire le BK quand on a un doute. On peut avoir les mycoses et on peut avoir les parasitoses. J'ai parlé de l'amibiase tout à l'heure. En général, ça commence par un abcès amibien, bien une amibiase hépatique qui va diviser en tonsille diaphragmatique dans la plèvre. Le traitement, évacuer le pus, ponction de drainage et antibiotiques. Donc, on traite par des antibiotiques selon le germe suspecté. Je vous donne un exemple. S'il s'agit des pleuropyrénose, c'est un sujet jeune de 20 ans qui a fait une pneumonie, le germe, c'est le pneumocoque. Une pleurésie, ou bien qui fait des crises d'épilepsie, c'est les germes anaérobés et les BGN, c'est-à-dire c'est les fausses routes, c'est les inhalations. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des cavités digestives? Des BGN, des bacilles gram négatifs, il y a des anaérobies. Donc, je peux donner le thérapie selon l'orientation clinique. Quand Dieu germe, qu'est-ce que ça va donner? Regardez, le cliché qu'on a vu, le dernier cliché qu'on a vu, c'est la pâquiploïde. Non. Donc, le puits, il est, puis beaucoup